Bonjour à tous, bonjour à vous, mesdames et messieurs. Bienvenue ce matin sur votre antenne, bienvenue sur 10-12 le Zénith. Nous sommes sur Equinox Télévision. Fierté de vous savoir encore très nombreux en regarder ce programme comme chaque jour entre 10h et 12h. Et c'est bien sûr l'image du Cameroun, c'est le regard que nous portons sur notre nation et sur la République entière. Comment s'est réveillé le Cameroun ce matin? Eh bien, oui, il faut bien sûr le dire. Le gouvernement camerounais, à travers une sortie mise en place par le ministre de la Communication, René Emmanuel Sadi, a fait savoir quelle était son intention à ramener les Camerounais vers une paix retrouvée, mais surtout vers un idéal commun, celui de donner la chance au président de la République, aujourd'hui en cours séjour privé en Europe, de pouvoir y séjourner véritablement et retourner paisiblement au Cameroun. Et des questions fusent de part et d'autre, en moment même où la brigade anti-sardinard, une association bien connue au niveau de l'Europe, est décidée, déterminée à aller en découdre demain avec le chef de l'État, bien sûr logé, disent-ils, au sein de l'hôtel intercontinental à Genève. Quels sont les moments les plus chauds qui semblent, au moment où nous parlons, tenir la République? Quelles sont les nombreuses sorties et quel regard portez-vous aujourd'hui, madame, messieurs, sur la déclaration ou la sortie, bien sûr, du MINCOM à l'endroit des Camerounais? Peut-on dire véritablement que le Cameroun est un état de droit et à la brigade anti-sardinard de demander aujourd'hui au MINCOM, ben oui, les textes c'est beau, pourquoi vous-même vous ne respectez pas les textes au cœur même de la République camerounaise? On en parlera ce matin. Bienvenue à tous. En compagnie de Charlamel Mbathiou, Bonbon Bengan, Dominique Pengou et Isabelle Carozopet, on a une belle mission chaque jour, madame, messieurs, c'est de vous servir et surtout de vous restituer le Cameroun en vrai. Charlamel, bonjour ce matin, bienvenue. Bonjour à tous les téléspectateurs, bonjour à vous, monsieur Michel Ngatiou, et bonjour aux parents affligés, aux parents de la petite Moulium, Erika. Bonbon Bengan, bonjour. Bonjour monsieur Ngachou Numba, bonjour à vous chers téléspectateurs. Effectivement, hier, certaines parties sont venues nous voir en disant que cette association Good for Change, c'est comme ça que vous l'avez appelé? Give a Chance. Give a Change, oui, il y aura un procès à Kribi le 4 août prochain. 4 août prochain pour justement voir ce qui s'est réellement passé avec le promoteur Yannick Ron et son compatriote camerounais à qui il avait confié la mission de gérer et le restaurant et l'orphelinat. Attendons que la justice s'y pose. Merci. Une affaire bien sûr de restaurant qui fait également débat, mais surtout ramène des Camerounais devant une justice camerounaise. C'est fort quand même. Bonjour à vous Isabelle Carozopet. Bonjour à vous Michel Ngatiou, bonjour à ceux qui regardent le programme encore ce matin. La communication en temps de crise est un moment extrêmement délicat et il y a des choses très très importantes qui devraient pouvoir y figurer. Et lorsqu'on parle d'une communication en temps de crise, le premier communiqué qu'on adresse, c'est un communiqué dans lequel on s'abstient d'établir les responsabilités. On se contente au simple fait de pouvoir donner l'information, de faire un état des lieux aussi simplement que ça, sans toutefois dire telle personne sortait d'ici, telle personne venait de là, telle personne est arrivée là de cette façon. Je crois que pour le cas le plus récurrent qui fait d'ailleurs le buzz sur la toile, il était plutôt question dans un premier communiqué, dans une telle situation aussi critique que celle-ci, de pouvoir tout simplement informer l'opinion publique de ce que justement l'artiste en question a été victime d'un accident de la circulation, de pouvoir donner l'état des lieux, de dire à l'instant s'il est hors de danger ou pas, ainsi que tout ce qui était à bord du véhicule. Et par la suite, vous verrez comment pouvoir mener encore de bout de fond en comble l'enquête pour une autre sortie. Voilà. On reviendra bien sûr sur la déclaration de Isidore Tameux, manager de Ténor, en même temps hier, pour cette déclaration mise sur les réseaux sociaux et retirée par la suite. Et bien là, une attitude qui a rejeté bien sûr de l'huile sur le feu. Qu'est-ce qui se passe? Des interrogations ce matin, on en parlera. Dominique Pengou, bonjour. Bonjour Michel, bonjour ce matin. 2 mois après la nouvelle réforme de la nouvelle procédure d'obtention de passeport biométrique au Cameroun, c'est incroyable comment les Camerounais peuvent être assez rapides au point d'aller pirater le site de pré-enrôlement qui est destiné à l'enregistrement des données pour les passeports. Ce matin, j'ai envie de poser la question, est-ce qu'avant de créer ce site, on a pu mettre sur place les mesures de sécurité numérique? Est-ce que cela a été à la hauteur pour 2 mois après, on se retrouve en train d'être piraté ce matin?
matin. C'est très dangereux parce que les vies et non seulement les agents seront détournés à travers ce piratage. Est-ce que le Cameroun, bien sûr, est update? Est-ce que la DGSN est vraiment dans une option de sécurité? Le site n'a pas été piraté, mais on a créé des sites parallèles pour tromper la vigilance des Camerounais. Très bien. Maintenant, au DGSN de faire cette communication pour pouvoir restituer les nombreuses orientations aux Camerounais pour qu'on ne soit pas largué par la suite. Bienvenue à tous, madame, monsieur. Allez également vous abonner sur la page Equinox TV. Chaque matin, on vous le dit. Pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, allez nous regarder en live aussi là-bas pour ceux qui peuvent, parce que les commentaires vont bon train de ce côté. N'oubliez pas, réagissez aux sujets qui seront évoqués ici. Isabelle Carole Zopet, tout à l'heure, vous lira fièrement. L'histoire de ce matin, Dominique Pengou. L'histoire de ce matin nous plonge dans la vie de Célestin qui a un moment assez critique, un moment assez désagréable parce que Célestin est un homme marié avec 2 enfants et aujourd'hui il fait face à une situation assez, comment il va appeler ça, assez odieuse parce que il y a de cela quelques jours, encore quelques semaines par là, il a remarqué que sa tendre épouse présentait des mines d'une personne pas vraiment en santé et naturellement comme un bon époux il a envoyé cette dernière à l'hôpital après plusieurs consultations, plusieurs prises en charge. Il s'est toujours rendu compte que la situation allait de mal en pire, la situation sanitaire de sa femme se dégradait et donc Célestin a décidé la semaine dernière d'accompagner cette dernière lui-même à l'hôpital pour en savoir davantage. Sauf que lors des consultations et des prises en charge avec le médecin, c'est où il se rend compte, en fait, il est informé du fait que son épouse s'est fait avorter dans un hôpital fortuit et s'est rendue justement dans ce centre pour pouvoir voir si elle peut comme ça rattraper la situation puisque l'avortement n'a pas été totalement, ne s'est pas bien déroulé et elle a eu des séquelles qui lui font perdre constamment du sang et lui donnent la mine assez pâle. Ce matin donc, Célestin pose le problème à savoir, est-ce qu'une épouse qui vous cache déjà qu'elle a contracté une grossesse après 2 grossesses puisqu'ils ont déjà 2 enfants, se fait avorter sans votre autorisation et c'est arrivé à l'hôpital après plusieurs tentatives et enquêtes que vous vous rendez compte de la fameuse vérité? Est-ce que cela peut être toléré de la part déjà d'un époux? De 2, est-ce que la situation des IVG au Cameroun peut être de façon normale comme ça acceptée? Et de 3, Célestin pose le problème à savoir qu'est-ce qu'il y a lieu de faire parce que depuis l'annonce de cette nouvelle, il n'a pas encore parlé, il n'a pas encore mis carte sur table avec son épouse et elle lui a sorti la fameuse raison pour laquelle le couple vit actuellement une conjoncture économique. Alors elle ne pourrait se tolérer de contracter une 3e grossesse et pourtant les 2 autres les malmènent déjà assez. Voilà. Et c'est bien sûr l'histoire de ce matin. Ouais. Et Dominique Pengou nous l'a rendu. Chacun ira de son commentaire, mais surtout de son analyse et son conseil surtout. C'est très important qu'on en sorte avec de très bons conseils. Je recommence encore par vous, Isabelle Carole Zopet, ce matin. Comprenons l'histoire. Comprenons bien sûr les enjeux, mais surtout comprenons la réaction de cette femme et le comportement de l'homme. Quelle analyse vous en faites-vous? Michel. Oui, c'est moi. Bonjour. Nous vous écoutons. Alors, ce que je dis, a priori, c'est que, voilà, interrompre volontairement une grossesse, c'est proscrit. Ça, il faut que toutes les femmes le sachent parce que j'ai l'impression qu'il y en a qui ne le savent pas encore. C'est proscrit, donc il ne faut pas le faire. Et au-delà de la loi qui l'interdit, il faut soi-même savoir que, justement, faire preuve un peu de moralité, savoir qu'il ne faut pas ôter la vie, justement, à un être humain, pire encore à cette personne inoffensive qui n'a pas demandé à être dans votre sein, parce qu'être enceinte, c'est plutôt une grâce. Mais maintenant, parlons de ce couple, encore de ce que j'ai écouté de cette histoire. Je pense tout simplement qu'on est dans un couple où il y a peut-être absence de communication ou encore absence de responsabilité de la part du monsieur. Je m'explique. Si une femme décide d'aller interrompre une grossesse sans le consentement de son mari, alors ça veut dire qu'on a en face une femme qui sait pertinemment, si elle dit chérie, écoute, peut-être, voilà, je suis en telle période, il faut faire attention et tout. Il ne tient pas compte de cela. Il se laisse aller et il ne prend aucune disposition, encore aucune mesure pour éviter qu'il y ait une éventuelle grossesse. Ça veut dire qu'il n'est pas responsable à ce niveau. Alors,
Maintenant que les faits arrivent et tout, on peut peut-être comprendre la prestation de la dame à dire « Ok, d'accord, je m'en vais très vite, justement, interrompre cette grossesse parce que je ne vais pas tenir. Dans la maison, déjà, les 2 qui sont là n'arrivent même pas à manger. Ce 3e qui arrive, vraiment, que fera-t-on de lui? Comment est-ce qu'on pourra gérer? C'est tellement compliqué et tout. » Et elle s'est dit « Ok, d'accord, autant mieux d'abord aller évacuer cette grossesse pour essayer de voir la suite. » Malheureusement, ça a très mal tourné parce qu'elle ne s'est pas peut-être rendue dans une formation sanitaire agréée et tout ce qui va avec. Mais je pense pour le monsieur il est question pour lui de pouvoir établir une réelle communication avec cette dame, de pouvoir comprendre cela. Et quand dans un couple ça ne va pas, c'est l'homme qui devrait être le premier à dire « Chérie, écoute, on a 2 enfants, ils peinent même déjà à manger le matin ou encore ils peinent déjà à être élevés en bonne et due forme. Allons faire un planning familial. » C'est à l'homme de pouvoir également donner le temps ou encore pouvoir mettre de telles stratégies en place ou alors de pouvoir suivre la dame. Parce que si elle n'a pas commencé à faire un planning sans informer le monsieur, demain on dira qu'elle a vite fait de pouvoir se mettre à l'abri d'une éventuelle grossesse sans toutefois informer son partenaire. Aujourd'hui, elle se retrouve en train de pouvoir d'interrompre une grossesse. On est dans un couple où on ne contrôle rien, où on se laisse aller aussi simplement. Alors, est-ce que c'est pas trop tôt, c'est pas trop vite fait d'accuser l'homme? La femme également n'a-t-elle pas de responsabilité, Isabelle Carrozepet? La femme a des responsabilités. La femme a des responsabilités parce que si vous ne voulez pas être enceinte, n'allez pas chercher un bébé. C'est clair. Oui, parce qu'au départ... N'allez pas chercher un bébé si vous ne voulez pas être enceinte. Si vous estimez que les 2, ok, d'accord, ça suffit, je ne veux plus un 3e et tout. C'est pour ça que je dis, il faut interroger peut-être mieux les 2 pour comprendre. Ça veut dire que la dame a sûrement dit au monsieur, on est déjà à 2 enfants, attention, et puis de lui de dire, ok, d'accord, on fera attendre. Mais justement, quand il vient pour se servir, et que vous lui dites, Thierry, écoute, vraiment, je suis au feu rouge, ou alors vraiment, fais attention et tout, il ne tient pas compte de cela, malheureusement. Il vient se servir. Il se sert à tout prix, à tous les prix, il ne tient pas compte de ce que... Voilà, on est dans une période où le repas sera tellement épicé et tout. Est-ce que dire quand même qu'au moment où il vient se servir, vous servez tous les 2 quand même, non? On se sert tous les 2, mais vous dites au chéri, écoute, vraiment, cette période, voici ce qui nous attend. Alors, qu'est-ce qui vous contraint à valider? Qu'est-ce qui vous oblige à valider? Non, mais Michel Ngatou, quand vous me posez une telle question, on parle du vraiment, je tombe quand même des nues. Vous êtes un homme et on connaît très bien comment, vraiment, un homme qui a cet appétit sexuel, on sait toute la furie qu'il y a derrière. Quand je parle, il y a Emos qui sourit, il sait très bien. On sait tous la furie qu'il y a derrière quand un homme, justement, a cet appétit. Non. Sur les innocents. Isabelle Carrozepet, sacrée Isabelle. On vous a suivi ce matin. Eh bien, Bonbon Bengan, c'est une histoire quand même particulière. Hein. Qu'est-ce que vous vous en dites ce matin? Comment peut-on choisir en tant qu'épouse, en tant que femme, d'aller faire une IVG sans requérir l'accord de son mari? Est-ce que ce n'est pas de nature à amener l'homme à douter même sur les enfants que vous avez? Oui, tout à fait. Mais d'abord, c'est un motif d'un conseil de famille qui peut aboutir au divorce. Ou alors, bon, comme nous, on ne divorce pas, oui, il y a une deuxième épouse. Ça veut dire que celle-là, elle n'est plus à l'aise là où elle est. Est-ce que l'enfant lui appartient? Nous avons l'habitude de dire aux femmes, vous êtes venus avec les enfants. D'accord. C'est nous qui mettons les enfants dans le ventre des femmes. Et il faudrait, dès qu'elle prend le ventre, porte l'enfant que nous y mettons, on l'encadre pour qu'elle accouche cet enfant-là. Et maintenant, l'autre chose que j'ai écouté dans l'histoire, oui, mais les 2 premiers là ne nous laissent pas. Vous ne laissez pas, ils sont régulièrement malades. Ils parlent de la crise économique. L'économie, c'est quoi? Donc, il n'y a de richesse que d'hommes. Justement, ce sont ces enfants-là qui sont votre richesse. Il n'est pas question d'envisager des choses où, oui, vraiment notre budget mensuel c'est si, les enfants ça, et maladie, on va prendre 10%. Et ça, c'est des conneries, permettez l'expression. C'est des choses qu'on peut envisager, mais ce n'est pas comme ça qu'on conçoit ces choses-là. Pas conçoit. Faites les enfants, surtout sont mariés. Ils sont mariés, donc il n'y a plus de notion de parenté irresponsable ici. Encore que les 2 parlent de crise. Crise de quoi? Bon, quand ils parlent de crise, ça veut dire qu'ils auraient dû nous donner les raisons. Et en plus, à 2, on est en location, on ne peut plus payer.
on a perdu l'emploi, on a. Mais quand il dit crise économique, tu vas, qu'on n'arrive pas à supporter. Qui a décidé? Et la femme a décidé seule. Est-ce que c'est donc suffisant de quand même parler des crises? C'est pas suffisant. Et tout de suite, on se dit, bon d'accord, faire un troisième enfant peut nous être... on va dire... La femme, du moins, monsieur aurait pu dire, parce que, bon, à moins qu'on nous ait caché des pans de l'histoire, en disant, oui, madame ne voulait pas de troisième enfant, en attendant que les autres, ou alors qu'on puisse avoir... Ici, c'est que monsieur s'occupe bien de sa femme. Et sa femme se fait avorter sans le consentement, sans même que monsieur soit au courant. Était même-il au courant qu'elle était enceinte? Il n'était pas au courant. Il n'était pas au courant que sa femme était enceinte. Comment vous, une femme mariée, vous pouvez développer ce type de comportement étant en couple? Ça comporte les soupçons. Et justement, l'étape de soupçon, c'est la deuxième étape dans la vie d'un couple. Il y a d'abord la première période d'acclimatation, de connaissance, vraiment, voilà. Il y a période de soupçon. Et c'est la période de soupçon, en fait, qui peut briser les couples si on ne sait pas gérer les contradictions qui traversent le couple, qui traversent la vie. Notamment, l'argent, peut-être qu'on n'en a plus assez, et faut-il continuer à concevoir? Faut-il aller en location, rester en location ou construire, ainsi de suite. Bon, mais si tu es rentré à quelle heure? Madame, bon, quand tu vas là, à 20h, tu dois... Bon, c'est ça la période de soupçon. Et c'est une période très sensible. Très sensible. Et madame s'amuse en développant les termes. Bon, j'allais parler d'un assassin, mais bon, la première, je n'utiliserai pas, mais des termes de cachotterie jusqu'à éliminer la vie de leur enfant. Donc, comment? Donc, le soupçon, d'abord, c'est là. Madame, est-ce que c'est même mon enfant? Est-ce que tu me trompes? Est-ce que les deux que nous avons sont même... Vous vous lancez dans des interrogations terribles au point où, parce que vous avez tenu à la santé de votre femme, que le médecin vous dévoile que, mon monsieur, comme il n'y a pas de secret médical dans la vie de couple, mais... Votre femme, je lui ai dit, elle est en train d'avorter, c'est pourquoi, voilà. Parfait. Donc, c'est pas bien. On va bien sûr le dire d'entre du jeu quand même. Vous aviez souligné que ça peut aller jusqu'à un cancer des familles, ça peut amener un cancer des familles au point même d'aboutir à un divorce. C'est ce que vous avez très bien dit, Mohamed Gan. On l'a suivi. Et cher Lamel, il y a... on va dire dans les réalités sociologiques et africaines, bantou aussi, à laquelle vous faites référence en permanence sur ce plateau, il y a des propos qui sont tels que chaque enfant vient avec sa part. C'est-à-dire, on peut avoir 2 enfants, et puis on passe un moment extrêmement difficile, et le troisième qui arrive est celui justement qui vient décanter tous les malheurs que traversait la famille. Est-ce qu'on peut dire justement que cette femme, peut-être, en allant commettre une IVG, devient encore le problème même fondamental à sa famille? Quel commentaire vous en faites-vous? Monsieur Michel Ngachou, je ne veux pas sortir de l'histoire. On peut se retrouver là dans une sorte de diptyque. C'est-à-dire, on peut voir ça sur 2 facettes. Vous savez, il y a des hommes, monsieur Michel Ngachou, dont le rôle, ce n'est que féconder la femme. Une fois qu'il a fécondé sa femme, rien ne lui dit plus. Il s'en fout des enfants. Il s'en fout de l'avenir des enfants. Même l'école, il ne paye pas. Mais c'est un cheval, permettez-moi, un étalon de première catégorie. C'est-à-dire matin, midi, soir, il fatigue son épouse. Mais lorsque les responsabilités sont là, il n'est plus là. On le voit dans des quartiers. Vous arrivez chez quelqu'un, il a 4, 5, 6 enfants. Il est incapable. Les enfants portent des tenues, des vêtements et tout. Mais des haillons, monsieur Michel Ngachou, vous vous demandez, mais et il est au bar, il vit. Si vous avez ce genre de monsieur, c'est-à-dire qu'à un niveau, il a rompu littéralement la chaîne en termes de communication. Donc la femme n'est pour lui qu'un objet sexuel. Si vous avez des hommes qui ne rationnent plus dans des foyers, c'est-à-dire le gars, les enfants sont là le matin, pour 2 enfants, il est 100 francs. 2 enfants de 3 ans, il est 100 francs. Que prenez ça, vous achetez le billet. Donc chaque enfant a 50. 50. À midi, il ne cherche pas à savoir qu'est-ce que la femme va manger. Il s'en fout, monsieur Michel Ngachou. Face à ce genre d'homme, une femme abandonnée,
délaissée par tous, elle n'a pas de choix. La preuve, elle est allée dans ce qu'on appelle, excusez-moi, un centre de santé, entre guillemets, précaire. On a procédé à ce qu'on appelle une tentative d'avortement archaïque. Vous voyez des femmes qui utilisent l'eau de Javel, qui mélangent avec le blanc à linge et tout, et consorts pour pouvoir atteindre certains. Je parie que cette femme a utilisé des méthodes archaïques. Elle n'est pas passée par une voie normale en disant, mais bon Dieu, si déjà avec Dieu je suis comme ça, voilà toute la grossesse. Je vois même le gars, je ne le vois pas. Vous pouvez voir comme ça, que la femme a commencé à... Quand elle a dit que je suis enceinte, elle a dit, fous-moi le camp, c'est ton problème. Je ne suis pas dedans. Il mène une autre vie, je suis désolé. À un moment donné, il faut savoir dire la vérité. À ce niveau, M. Michel Gachou, et sous ce prisme, la femme s'est sentie obligée. Et je vais vous raconter, M. Michel Gachou, lorsque vous arrivez dans les formations sanitaires, j'en viens. Lorsque vous arrivez dans les formations sanitaires, le médecin, même pratiquant, vous pose la question de savoir, tu veux le faire pourquoi? Oui, tu veux le faire pourquoi? Dis-moi. Pour que moi aussi, ma conscience, elle peut dire, voilà, j'ai triché. Je ne veux pas perdre mon mari, je ne veux pas perdre le mariage. Voilà la situation, voilà. Elle expose la situation, M. Michel Gachou. Et le praticien a l'appréciation nécessaire. Mais dans le vrac, c'est dès que tu arrives, on t'a fait tes compositions, tant pis. Donc ça suppose qu'elle est mal pour ça, c'est la première version, une femme abandonnée. Dans la deuxième version, elle a fauté. La femme a fauté, M. Michel Gachou. Pourquoi? Parce que dans ce genre de situation, je pense qu'on peut discuter avec la famille. On peut discuter avec les amis du mari. On peut discuter avec le chef de famille. Je ne sais pas, quelqu'un m'a dit, mais Jean Lamel, tout le temps vous parlez des chefs de famille, mais il y a des chefs de famille absents. Ce n'est pas que le chef de famille. Après, le chef de famille a d'autres responsables. Quand on vient doter une femme, il faut les grands-pères. Oui, il y a des proches qui sont là. Il faut les identifier. C'est là la raison, il faut les identifier. Vous allez vers l'un et vous lui dites, écoute, je suis marié avec Janvier. Mais Janvier ne me laisse pas respirer. Et chaque fois qu'il y a des problèmes, il n'assume pas. La preuve, la bouteille de gaz peut finir, il faut attendre 3 mois, 4 mois pour qu'il paye. Isabelle Caron-Zepet. Abstenez-vous. Pourquoi vous en riez autant? La bouteille de gaz est finie, il faut attendre 3-4 mois. Là, on se retrouve le pour aller faire le marché, me donne l'argent, je dois préparer sur 3 jours. Donc, elle expose ses problèmes à la famille. Et là, je rejoins Bonbon. Elle expose les problèmes à sa famille en disant, à la famille de monsieur, voici. Vraiment, je ne suis pas prêt. Je suis prêt à poser tel acte. Comment en sortir aujourd'hui, monsieur Mbachou? Non, il soigne. Il soigne et il prend conscience. Quelles sont les chances pour elle d'avoir d'autres enfants? Parce que là aussi, on peut se dire qu'il peut y avoir des conséquences. Monsieur Michel Gachou, je vais vous dire, je vais pas être praticien, mais dans le cadre d'une colère où j'avais exprimé monsieur Michel Gachou, quand c'est bien fait et c'est fait dans les normes, il n'y a pas de problème. Mais si elle a utilisé des voies, d'autres se pugent avec le verre, vous le savez. Il y a des filles qui se pugent avec le verre. Le verre, il y a tellement de méthodes, je n'ai pas envie d'en donner ici là parce qu'on a la télévision. Franchement. Si elle a utilisé des méthodes archaïques, là il faudra encore que le monsieur pousse plus loin en utilisant, monsieur Michel Gachou, un ensemble d'examens qui vont devoir attester de l'effectivité de ces possibilités de procréation. Mais dans le cas contraire, si tout va bien, on peut juste aménager. Parfois, on arrive à ceci que c'est un bout est resté. On dit souvent un bout est resté. Ça a créé une putréfaction et on se retrouve à ce niveau. Mais lorsque c'est fait dans les règles de l'art, monsieur Michel Gachou, et suivant les exigences, parce que la pratique, c'est interdit au Cameroun, précisons-le, que l'IVG, l'interruption volontaire de grossesse est interdit. Mais il y a des circonstances où à l'hôpital, par rapport à des cas ou des pathologies que vous présentez, on juge nécessaire et là on pratique. Merci beaucoup. Alors, est-ce qu'on va dire, Dominique Pengou, que la femme risque autre chose? Peut-être perdre son mari, perdre son mariage aussi, et peut-être même perdre la capacité de continuer à procréer. Qu'est-ce que vous en dites, vous? Si la femme se retrouve aujourd'hui à perdre tout cela, pour moi, c'est vraiment à cause de l'homme. Puisque quand on épouse un homme indécis, il y a des situations
qu'on a tendance à vouloir rattraper sans toutefois en parler avec ce dernier parce qu'on sait la réponse qu'il va nous donner. Ça veut dire on connaît déjà sa position. Il y a des situations au sein du foyer, vous connaissez le comportement ou encore vous connaissez les attitudes de votre homme. Vous savez que quand vous allez lui poser ce genre de problème, il ne pourra pas vous trouver des solutions. Fondamentalement. Par exemple, ce cas palpable, cette femme a contracté une 3e grossesse. Elle n'a pas déjà informé à son mari du fait qu'elle était enceinte. Elle a trouvé une solution échappatoire. Elle se disait que c'était une solution qui allait comme ça être une solution de secours. Parce qu'elle savait que si elle informait à son mari, il n'allait pas véritablement donner de réponse ou encore il n'allait pas pouvoir les sortir de la situation parce qu'ils ont déjà 2 enfants. C'est très désagréable pour une femme d'être au sein d'un foyer, avoir 2 enfants et avoir l'impression d'être la seule personne qui s'occupe de ses enfants et pourtant le monsieur est là. Parce que si la femme réussit à utiliser la seule raison de la conjoncture économique, ça veut dire qu'elle voit déjà des vertes et des pas mûres avec les 2 qui sont déjà là. Une femme vous pensez que l'avènement d'un enfant dans un foyer fait le plus plaisir à qui? C'est à la femme, parce que c'est elle qui a le premier contact avec son enfant. Maintenant, si elle réussit à faire ce gros sacrifice, ça veut dire qu'elle a eu réellement des raisons valables. Je ne vais pas ce matin encourager les IVG parce que sur le plan déjà de la loi, c'est proscrit. Sauf s'il y a vraiment des raisons ou encore avec une autorisation sanitaire, on peut le faire. Mais maintenant, ce matin, le seul crime ou encore la seule chose pour laquelle on devrait condamner cette femme, c'est de l'avoir fait sans toutefois informer son mari. Mais si dans un couple il y a des situations pareilles, on peut se tolérer de faire abstraction d'un enfant parce qu'on veut justement assurer l'avenir des 2 autres qui sont déjà là. Charlamel pense qu'il faudrait qu'il la soigne, il la garde. Naturellement, puisque ce qu'elle l'a fait, c'était pour sauver leur couple. Elle a fait ça pour sauver leur couple. Maintenant, puisqu'il est face à une malade, elle perd énormément de sang tous les jours. Qu'est-ce qu'il va faire? Il faut la soigner d'abord. Il faut qu'elle retrouve déjà son état et qu'il s'asseye maintenant avec le conseil de la famille que Momboka a proposé. Ils essayent déjà d'ouvrir le champ du dialogue au sein de leur couple. Alors maintenant, on est passé sorti Charlamel. Oui. Alors aujourd'hui, les femmes qui nous regardent en réalité devraient comprendre qu'il est inopportun de procéder à des IVG sans le consentement de leur époux. Les femmes qui nous regardent aujourd'hui devraient comprendre déjà que lorsqu'on entame une vie maritale, on se fait un planning familial en fonction de nos revenus. Sur la question du planning familial, oui. Bobon Bengan, en 30 secondes, nos ancêtres connaissaient ce qu'on appelle le planning familial? Oui. Ils le faisaient. Regardez l'espacement de naissance, c'était 2 ans. 2 ans. Ils ont, oui. Vous connaissez, c'est vous qui êtes allé à l'école. Est-ce qu'en ce qui concerne le nombre posait un problème? Non. C'était d'abord la capacité de la femme. Si ce n'était pas une femme maladive, elle pouvait aller jusqu'à autant que possible, oui. Jusqu'à ce quelques. Mais lorsque la femme présentait des signes de maladie ou des risques, on arrêtait. Comment une femme peut-elle savoir que son mari peut avoir des manquements sans penser à des méthodes contraceptives, comme par exemple le Norplan, que l'on place très souvent sur la main? Est-ce que c'est pas... Charlamel n'est pas d'accord? Monsieur Michel, en 30 secondes, Charlamel. Une femme n'a pas le droit de poser ce genre de choses sans son mari, parce que ça a des conséquences. Oui. Ça a des conséquences, ce n'est pas que positif. Les gens ne savent pas que les histoires... Si l'homme est genre, d'ailleurs, que vous avez décrit ce plateau, voilà, elle sera obligée d'aller le faire sans lui dire. Il faut voir qu'elle se préserve. Elle doit d'abord l'informer. On ne peut pas faire en secret. On est d'accord. Oui, elle informe. Elle informe, comme j'ai dit. Comprend c'est grand chose à ça? Non, qu'il comprenne ou qu'il ne comprenne pas, qu'elle prenne sur elle. Vous parlez d'absence de communication, non? Qui doit ouvrir la communication, c'est toujours la femme. Elle doit dire que comme tu ne veux pas et tu n'es pas prêt, sache que je vais prendre XXX méthode. S'ils se retrouvent donc à ce niveau que ça n'arrange pas, ils vont trouver un terrain. Mais sauf que toi, tu dis qu'il ne faut même pas le faire, qu'il ne faut même pas mettre... Parce qu'elle peut le mettre même s'il y a un conseil de famille, même s'il y a une réunion. Oui. Alors elle peut justement dire que la famille va l'autoriser. La famille va l'autoriser à aller mettre. C'est de manière officielle, monsieur Michel Gadjou. Parce que si elle le fait, vous savez que ça laisse des traces, on voit. Oui, il y a des conséquences également. Le surpoids et tout ce qui va avec. Voilà ce que je dis. Elle le fait, le mari se rend compte, ça sera le problème. Qu'on va se retrouver encore à tabler dessus. Non. Elle lui dit, j'ai assez que tu utilises mon corps, je ne sais pas moi, n'importe quoi, comme une brouette que tu portes, tu vas faire des déchets. Monsieur, j'ai pris une décision et voilà, on va la faire. À défaut de ça, j'ai informé tel membre de la famille. Mais dans la situation présente, je supplie ce monsieur. J'espère qu'il n'a pas mouchardé sur sa femme. Justement. Parce qu'il y a des hommes que, j'espère que comme il nous écrit, il n'a pas mouchardé sur sa femme dans la famille. En disant que voilà,
il sera lui-même l'artisan de la prod de son foyer. Merci beaucoup, Chalamé Mbachou. Merci également à ceux qui nous regardent ce matin, à ces hommes qui assurément se retrouvent dans une situation pareille. Bonjour également aux femmes qui certainement sont dans une situation pareille. Les conseils sont donnés. Isabelle Caro, vous voulez ajouter en 30 secondes parce que là on passe à la colère. Hein. Qu'est-ce que vous voulez dire en 30 secondes rapidement? Non, je pense tout simplement qu'il faut toujours communiquer que c'est la bonne voie. Absolument. Parce que vraiment décider, prendre sur soi. Encore qu'elle allait au quartier, je ne sais pas où elle allait. Ouais. On pouvait appeler ce monsieur pour dire écoute, viens porter le corps de ton épouse. Donc il faut que les femmes fassent attention parce que c'est vous la première victime. Quand vous tombez enceinte, vous décidez d'aller faire une IVG. Ça se passe mal, c'est vous qui allez passer. C'est votre mari qui aura vite fait, même le soir de votre deuil, de venir avec une autre femme. Donc faites attention, mesdames, et prenez souvent sur vous certaines décisions parce qu'il y va de votre santé d'abord. Conseil bien sûr de femmes. À l'instant, madame, monsieur, sur notre antenne, la colère. Signé Charles. Je m'interroge ce jour sur la question de l'importation et la hausse du prix du fer dans ce pays. Le tableau est noir. Le tableau est sombre. Le tableau affiche des points d'interrogation. Comment comprendre la hausse des prix sur le marché? La hausse des prix du fer sur le marché, alors que les acteurs de ce système déclarent que le marché du fer à béton est estimé à environ 180 000 tonnes par an, avec une production nationale évaluée à 260 000 tonnes par an. Dans un mémorandum des producteurs locaux de fer et d'acier du Cameroun, porté à l'attention de Monsieur le ministre des Mines, de l'industrie et du développement technologique, ils ont réitéré ces producteurs. Le marché du fer à béton au Cameroun est estimé à 180 000 tonnes par an. La production nationale, elle est évaluée à 260 000 tonnes par an. L'industrie locale est ainsi, ont-ils dit, en capacité de couvrir l'intégralité de la demande nationale et d'approvisionnement sur le marché à l'export. Bravo. C'est bien. À bien analyser, il est facile de comprendre que pour eux, le Cameroun n'a pas besoin de procéder à des importations puisque la production locale couvre entièrement la demande jusqu'à ce qu'il y ait des excédents. En parcourant l'histoire du marché du fer au Cameroun, l'on se rend aisément compte que le monopole du fer est géré par 3 entreprises qui ont entièrement le monopole de ce secteur. On a le premier, géré par un Camerounais, qui produit pour ses entreprises et magasins uniquement. On a 2 autres, des étrangers, qui font dans la production tous azimuts, censés fournir le fer à tous les grossistes existants sur le marché, afin que ces derniers puissent à leur tour satisfaire les petits détaillants, les fabricants. Vous commandez aujourd'hui, on se retrouve donc à voir que le marché a une autre réalité des faits lorsque les producteurs locaux de fer nous disent qu'il y a un excédent, on est à 260 000 tonnes alors que la consommation à 180 000 tonnes. Comment comprendre cette contradiction criarde qui existe dans la réalité des faits? Vous commandez 300 tonnes aujourd'hui, on vous livre 100. Vous commandez 100 tonnes, on vous livre 25. Pourtant, les producteurs locaux de fer et d'acier du Cameroun ont écrit au ministre en disant « Monsieur le ministre, nous avons 260 000 tonnes l'an et 180 000 qu'on consomme sur le terrain. » Comment donc comprendre qu'on se retrouve à cette rareté, à cette difficulté d'accès à la marchandise auprès des fabricants? Comment comprendre, enquête effectuée à la clé,
que certaines entreprises dans ce groupe de 3 importent certains types de fer, faisant croire qu'ils les fabriquent sur place. Est-ce que le MINMIT est au courant que les fabricants de fer qui prétendent tout fabriquer sur place se cachent derrière l'ensemble des avantages et des exonérations pour commander, importer le fer avec tous les avantages que cela implique à l'extérieur du pays? Histoire étrange, on se rappelle de la chloroquine du ministère de la Recherche scientifique. Voilà des gens qui font croire au ministre du Commerce qu'il fabrique certains types de fer au Cameroun, alors que ces messieurs les importent avec tout ce que cela représente comme avantage et exonération. Comment donc comprendre cette mafia qui semble être entretenue par certains hauts commis de l'État dans ce pays à travers l'utilisation monopole? A-t-on droit de parler de monopole dans un pays où on est axé vers la libéralisation? Question. On empêche l'importation de fer parce que, dit-on, les produits sur la place, alors que les fabricants se retrouvent à porter la croix, alors que les petits détaillants, autant pour moi, portent la croix. On empêche l'importation de fer parce qu'on dit avoir des produits sur place, alors que les fabricants menteurs importent en sourdine les dits fers et les commercialisent à des prix terribles. Comment nous comprendre la rareté du fer sur le marché alors qu'on est censé avoir un gap de 80 000 tonnes? C'est très simple. Vous faites 260 000 tonnes produits par an, moins 180 000 tonnes utilisées, on a 80 000 tonnes qui sont censées nager. N'ayons donc pas peur de dire que soit les 260 000 tonnes déclarées sont faux et archi faux, et qu'on a trompé le ministre, soit il y a une sorte de gestion de monopole qui pénalise les grossistes au profit de qui on ne sait, mieux encore pour les réseaux, va-t-on dire, obscurs, dans les pays voisins. Nous assistons donc à une rupture terrible sur le marché du fer, du fait que les fabricants trompent le gouvernement en déclarant que tout va bien, négligeant de faire les grossistes qui n'auront rien à offrir aux petits détaillants. Résultat, on assistera donc à une terrible spéculation et inflation sur le marché. N'ayons pas peur de dire aux membres du gouvernement qu'il faudrait qu'ils essayent de jeter un regard sur cette affaire du monopole imposé et entretenu par les fabricants de fer dans ce pays. D'ailleurs, dites-moi, est-il encore normal de parler de monopole dans un pays résolument tourné vers le principe de libéralisation? Comment comprendre, monsieur le ministre du Commerce, que le coût du fer fabriqué au Cameroun, localement, soit plus exorbitant que le fer importé? Le prix du fer a pris des proportions incroyables et inexplicables. Le fer dit de 6 est passé de 1200 à 1750. Le fer de 8 de 2700 à 3200. Le fer de 10 de 3800 à 4500. Le fer de 12 se vend désormais à 6500 au lieu de 4500. Pourtant, la filière métallurgie-sidérurgie se dit porteuse de promesses. Comment peut-on penser le développement d'un pays lorsque les BTP sont en arrêt pour la plupart à cause du prix des matériaux, notamment le fer? Toutes les questions, bien sûr, sont posées à l'instant. Charles Mathieu, dans une colère exprimée. On regardera certainement les entreprises qui sont investies aujourd'hui dans le BTP. On regardera les ingénieurs qui, au quotidien, sont confrontés à ces situations. On regardera aussi les détaillants qui tentent tant bien que mal d'avoir le fer qu'ils vont mettre à disposition des consommateurs. Mais surtout, nous regardons le ministère du Commerce aujourd'hui et qui est supposé réguler absolument les prix du fer sur le marché local. Comment peut-on comprendre les nombreuses transactions qui existent aujourd'hui sur le marché entre les grossistes, les détaillants et surtout, on dira même les plus petits détaillants aujourd'hui? Parce que, dit-on, même dans les chantiers, on parvient également à acheter des fers et à les revendre au sein même des chantiers. Ça se dit énormément. Donc, le Cameroun est une curiosité planétaire et il faut absolument qu'on comprenne ce qui se passe. Maintenant, le prix du fer, Maman Bengan, je voudrais déjà rappeler simplement qu'en ce moment, on s'en souvient qu'il y a une entreprise australienne qui vient de gagner un procès lui donnant de réexploiter le fer dans la zone de Mbalam, même si on va justement dire que l'exploitation va jusqu'au niveau du Congo avec la zone baptisée Nabela. Est-ce qu'on va dire que le Cameroun vraiment aujourd'hui devrait souffrir de la question du fer?
au point d'avoir une flambée de prix sur le marché qui ne respecte aucune réalité liée aux différentes homologations? Non, le Camerounais ne devrait pas en souffrir. Moi, lui parler de fer, je vais vous prendre un élément de fer pour justifier qu'il ne devrait pas en souffrir. Oui. Nous, à notre époque, comme j'ai grandi au village, on avait les machettes qu'on aimait appeler matendal. Il y a 202. Voilà, matendal. Aujourd'hui, regardez les machettes qu'on utilise, c'est les tôles. C'est des tôles. Vous ne pouvez même pas faire le tapia sur le gazon avec les machettes, ça se plie. Or, avec la matière matendal, avec ça qu'on nous apprenait à abattre les arbres lorsqu'on défrichait les champs au village. Il y avait les iroko, des trucs, parce qu'il fallait procéder à l'agriculture sur brûlis qu'on faisait souvent. Oui. Après avoir défriché, vous abattez des grands arbres avec les machettes, les matendales. Aujourd'hui, ces entreprises-là, les aciéries, ils ont fermé. L'État a liquidé, littéralement. Au lieu donc de mettre, j'allais dire, de promouvoir une saine concurrence, c'est-à-dire que, comme l'État a fermé ses propres entreprises, laisser l'exploitation du fer de manière à ce qu'on puisse avoir des produits dérivés du fer, notamment le fer à béton. C'est de ça que Charles Hamel voudrait parler. Le fer à béton pour sécuriser nos constructions, les machettes, les houes, les brouettes, tout ce qu'on veut appeler. Et même lorsque le chef de l'État avait prévu la construction localement des voitures, est-ce qu'apparemment il devait avoir une usine de montage de bus à Limbe, une fabrication de tracteurs à Ebolova. Bon, c'était avec quoi? Du fer importé, alors que nous avons le fer dans notre sous-sol. Voilà des orientations qui m'ont moi amené à comprendre pourquoi on a tué le lait local. Il y avait bien Milky Way, mais je ne vais pas citer le nom de cette entreprise qui est arrivée. Mais le gouvernement a favorisé l'implantation sur place d'une usine qui est venue tuer l'industrie locale, Milky Way notamment et d'autres. C'est la même chose qui s'est fait avec le fer, c'est-à-dire que même avec l'huile de palme. Comment vous avez l'huile, vous produisez l'huile de palme ici, l'huile rouge, mais l'huile importée coûte moins cher par rapport à l'huile locale. Voilà. C'est ça le fer. C'est ça le fer. Donc, les expatriés qui sont ici, qui gagnent les marchés et qui veulent construire, disent que non, ils préfèrent importer le fer, alors qu'il y a le fer localement. Et c'est le même président de la République qui nous a dit que les autres pays procèdent par la protection de leur espace économique, ce qui aboutit même à, comment l'appeler ça, il avait utilisé un terme, protectionnisme. Mais pourquoi lui, il ne peut donc pas protéger l'industrie locale? D'exiger par exemple que toute construction, il faut au moins 70% de fer local. Mais précisément parce que dans cette concurrence-là où on a abouti à la débrouillardise, j'ai même entendu les ingénieurs dire que ce qu'on nous vend comme fer de 14, en réalité c'est le fer de 12. Ça veut dire que même l'agent de la norme ne veille pas, ne parvient pas à réglementer ce secteur, de savoir que si je veux le fer de 8, c'est ce qu'on a exigé pour tel, voici le fer de 8. Le fer de 14, par exemple, pour Madal, voilà le fer. Donc, on se retrouve dans des situations compliquées parce que le gouvernement n'a pas su protéger l'industrie locale. Le fer, justement, Isabelle Carole Zoupette, ne pas s'indigner. Je parle ici, bien sûr, des Camerounais qui sont conscients des coûts ou encore du fait que l'on tue la production locale au bénéfice des importations. Est-ce qu'on ne va pas ici, justement, dire que là encore, c'est une réalité, c'est une belle mise en scène du gouvernement camerounais, incapable de protéger ceux qui disposent et toujours tendre la main de ce qui vient de l'étranger? Et vous pensez sur la que question les du fer. Camerounais ne s'indignent pas suffisamment ou alors ont d'autres moyens, d'autres recours et font l'effort de ne pas justement faire recours à cela? Est-ce que vous voyez au monde des bâtiments qui s'écroulent aujourd'hui? Vous voyez comme ça s'est passé, il y a c'est à Lorbossou, si mes souvenirs sont exacts, qui est justement en train d'être s'écrouler. Est-ce qu'on ne questionnerait pas justement la qualité du matériau, notamment le fer?
je crois qu'il faut que c'est pas un phénomène nouveau. Bien au contraire, ça commence à devenir un bien de plus en plus récurrent de voir des édifices s'écrouler parce qu'on parle de ce que le matériel utilisé n'était pas de bonne qualité. Aujourd'hui, je pense qu'on est suffisamment conscient de ce que ceux qui sont malheureusement chargés de nous gouverner, de veiller à ce que vraiment le citoyen lambda puisse avoir le minimum, ne le font pas. Et justement, l'industrie locale permet à ce que tout le monde puisse bénéficier de cela et à moindre coût. Ça, il faut le préciser et le dire. Donc, ça veut dire que c'est des choses qu'on devrait plutôt encourager pour permettre à tout un chacun, lorsqu'on a affaire à un chantier, de pouvoir s'en sortir aussi facilement. Mais si déjà on ne le fait pas et qu'on est plutôt arrivé vers ce qui se passe à l'extérieur à vouloir justement ramener cela dans le pays, ça pose un problème. Encore que, concernant justement même ces fers et tout ce qui va avec, quand vous allez, on vous dit, voici le bon, voici le faux. C'est ce qu'on vous dit. Il y a le bon et il y a le mauvais. C'est à vous de faire le choix. Parfois même, on vous dit c'est le bon, c'est le mauvais et tout. On vous vend même le bon en vous disant c'est le bon, pourtant c'est le faux. Donc vous voyez que jusqu'ici, il y a encore un sérieux problème qui se passe. Parce qu'il faut que le marché arrive à être justement assez clair, à être détaché de toutes ces choses qui conduisent à ce qu'on ait justement ces effondrements. Est-ce que justement dans cette colère, je vous relance un tout petit peu, c'est pas ici qu'on entendrait justement les brigades de contrôle du ministère du Commerce sur la question du fer pour suffisamment sensibiliser les Camerounais en leur disant faites attention parce que sur le marché il y a un mauvais fer, et il y a le fer produit par X ou par Y pour au mieux orienter les consommateurs avec Carozopé. Michel Ngacho, vous savez qu'on est à 2 pas d'une certaine rue. Bien sûr, la rue de la Casse. Donc, quand vous allez dans cette rue, est-ce que vous avez déjà vu ce genre de contrôle ou quoi que ce soit vraiment venir là-bas pour réprimer ceux qui, justement, continuent à faire dans le faux, à continuer à vendre des choses qui ne tiennent pas la route? Non. Bien au contraire, on sait qu'il y a des zones tellement réputées pour vendre des choses qui tiennent et des choses qui ne tiennent pas. Et la rue en question est d'ailleurs bel et bien une référence. Mais qu'est-ce qu'on fait? On ne fait rien. Je pense tout simplement que sur le marché d'abord, il faut qu'on parvienne à débarrasser tout ce qu'il y a comme faux. D'abord, dans un premier temps. Maintenant, favoriser cette industrie locale pour permettre à ce que tout le monde au moins puisse bénéficier de ces matériaux dans de meilleures conditions, à des meilleurs prix et avoir au bout du compte la bonne qualité. On doit se demander justement quels sont les mécanismes mis en place pour cette augmentation quand même du prix du fer au Cameroun. Dominique Pengou, progressivement, ça change chaque jour. Mbomboka a mentionné même le fait que la qualité du fer soit réduite. Alors, le gouvernement camerounais a donc choisi d'abandonner à la fois les constructeurs, à la fois les populations, à la fois les producteurs locaux, à la fois même les importateurs sur la qualité et on va dire la création d'une richesse à même d'aider le pays à aller de l'avant. C'est un choix fait exprès, Michel, parce que ces importations bénéficient à un groupuscule de personnes. On va le remarquer en 2016, date à laquelle le gouvernement décida d'installer la loi qui autorisait les importations de fer à béton au Cameroun. Et cette même année, les producteurs locaux qui réclamaient depuis les quotas sur les projets d'infrastructure au Cameroun et qui n'ont pas été entendus jusqu'aujourd'hui. On va encore se rappeler en mai dernier, mai 2021, qui est passé, quand les entreprises de production telles que Métafrique, Acier et Prométal qui se sont associées pour faire un mémorandum au Premier ministre. Ils ont déposé un mémorandum qui jusqu'aujourd'hui n'a pas été, il n'y a pas eu d'accusé de réception, il n'y a pas de réponse. Alors maintenant, quand on regarde ce genre de procédé, encore c'est multiples tentatives de la part de nos producteurs locaux. On comprend évidemment l'augmentation abusive des prix sur les fers à béton qui sont produits au niveau local, parce qu'une entreprise qui sollicite l'apport du gouvernement pour mieux structurer sa production et réduire les prix, parce que le gouvernement a le devoir d'investir ou encore le devoir d'accompagner ces entreprises, ils ne le font pas. Il est évident que ces entreprises-là doivent assurer leur suivi. Ils doivent augmenter les prix de leur production pour pouvoir assurer, parce qu'ils n'ont aucune subvention de la part du gouvernement. Donc, voilà la raison pour laquelle on se retrouve sur le marché, comme Isabelle disait, vous allez aller dans une quincaillerie ou encore dans une boutique, vous allez acheter des faits, on va vous dire ça c'est le faux, ça c'est le bon, ça c'est le bon du bon, ça c'est fait exprès. Donc, le gouvernement a donc laissé le marché à la merci, on va dire, du faux, parce qu'ils ont de la contrefaçon, des produits issus de la contrebande. Voilà, ils ont été incapables d'accompagner, ils ont été incapables de répondre aux nombreuses sollicitations de ces entreprises locales, et donc ils ont tout simplement opté comme solution le libre arbitre. C'est un sujet assez passionnant, madame, messieurs. Et ce matin encore, on en parle tout en regardant,
on va dire, les importateurs locaux aujourd'hui? Qu'est-ce qui peut justifier véritablement que vous ayez choisi de faire entrer du fer au Cameroun issu de la contrebande ou encore de très mauvaise qualité? Comment aujourd'hui encadrer les Camerounais à pouvoir s'approprier d'un fer de qualité, mais surtout interpeller la Nord qui devrait justifier de la qualité ou de la typologie des fers qui existent sur le marché, et interpeller le ministre du Commerce, Luc Magloire Tangana, à lui demander, monsieur le ministre, êtes-vous conscient des nombreuses pratiques sur le marché en ce qui concerne le fer au Cameroun? La question de l'importation et la hausse des prix nous interpelle ce matin. Merci à vous de nous rejoindre, merci de rester présent sur Equinox Télévision, merci au peuple camerounais qui chaque jour se retrouve dans ce programme à travers lequel il peut au mieux lire en même temps les réalités de notre pays. On va saluer encore les nombreux Camerounais qui sont établis dans la diaspora camerounaise. Quand on dit diaspora, ce n'est pas seulement ceux qui sont en Europe, même ceux qui sont en Afrique et dans d'autres pays font partie de la diaspora camerounaise. Ceux qui sont bien sûr en Asie, ceux qui sont en Australie font partie de la diaspora camerounaise, et ils nous font des témoignages en permanence justement de leur présence à chaque matin à regarder cette émission et à prendre le pouls du Cameroun véritablement à travers ce programme. Nous voulons également, oui, le dire, que la diaspora camerounaise de l'Occident se prépare depuis le début de la semaine à aller à la rencontre du chef de l'État à travers une manifestation qui a été validée par la Suisse aujourd'hui, et dire que même les résidents suisses justement du canton dans lequel se trouve aujourd'hui l'hôtel intercontinental ont eux aussi assailli la toile à travers une série de protestations, de commentaires demandant à vivre dans la paix. Ils ne veulent pas de bruit. Qu'est-ce qui va se passer exactement demain? Quel est bien évidemment le regard que chaque Camerounais de la diaspora porte sur l'image du Cameroun de demain? Pourquoi le chef de l'État ne parvient-il pas lui-même à faire une sortie où il pourrait calmer ne serait-ce que les Camerounais de la diaspora? On a entendu hier le ministre de la Communication, on a également lu très tôt ce matin le porte-parole du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, du moins le secrétaire chargé de la communication, le professeur Georges Ndongo, mais surtout, comment comprendre le silence du chef de l'État lui-même, qui est le premier citoyen, le garant des institutions au moment où nous parlons? On en parlera dans un moment. Une question ce matin. Qui s'occupe exactement du bitumage de la route au niveau du carrefour des immeubles ici à Douala, au niveau de Koto? Il est inexplicable que l'on construise une route en saison pluvieuse. Si vous faites un tour en ce moment, vous vous rendez compte que la route livrée à 3 jours aujourd'hui connaît de graves soucis. On ne parvient pas à y circuler. Et on se dit à un moment donné, devrait-on se taire quand on sait que cette route a connu un budget et qu'il y a des entreprises qui y travaillent depuis des années aujourd'hui et qui n'a pas toujours été livrée au moment où on parle? Mesdames et messieurs, Doualais, allez-y faire un tour, touchez du doigt justement la route qui est en chantier au niveau du carrefour des immeubles. Et on le dit, 3 jours seulement de livraison. Dites-nous ce que vous constaterez. Allez, cher Lamel, pour sortir de la question fondamentale portée sur l'augmentation bien sûr du prix du fer au Cameroun et l'importation, dites-vous, le doigt accusateur est porté sur le gouvernement. Que doit-il faire pour rééquilibrer les choses pour les Camerounais? Premièrement, supprimer ce qu'on appelle le monopole. La question du monopole, il faut commencer par supprimer, parce que je ne comprends pas comment est-ce qu'on peut aborder la question de monopole dans un pays où on a ouvert, où il y a une libéralisation, M. Michel Ngachou, et que certains individus réussissent encore à avoir une mainmise. Deuxième chose, on avance des chiffres. Expliquez-moi, M. Michel Ngachou, quand vous dites que par an, on produit, les fabricants vous disent que par an, ils produisent 280 000 tonnes. Et que vous consommez, vous, 180 000 tonnes. Faites le ratio. Tout simplement. L'excédent, c'est de combien? 20 000. Alors, si on se retrouve avec cet excédent, non, 260 000 moins 180 000, on est dans les 80 000. Qu'on se retrouve, M. Michel Ngachou, à avoir 80 000 en termes d'excédent et que sur le marché, il n'y a pas de fer et qu'on va le faire cher, il n'y a pas de fer. 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 Il
Ça veut dire qu'il y a un mensonge terrible qui sent dans l'air. Ça veut dire que les 260 000 avancées, c'est fort, M. Michel Ngatou. Premier point. Deuxième point, ayons le courage quand même de dire que le gouvernement n'est jamais allé rencontrer les grossistes. On vous dit qu'il n'y a pas de fait récemment. Il faut, au lieu de se retourner vers les fabricants, aller voir les grossistes. Mais cette histoire, ça se passe comment? Les grossistes vont vous expliquer ce qu'ils vivent sur le marché, les réalités du terrain, et vous allez déceler le vrai du faux. Mais le gouvernement ne regarde et n'écoute que les fabricants. Pire, ceux qui disent fabriquer sont des importateurs. Et ils empêchent aux autres d'importer. Les importateurs, les fabricants, disent qu'ils fabriquent tout sur place, alors qu'il y a certains types de fer qu'ils importent, ils commandent eux-mêmes à l'étranger, M. Michel Ngatou. Ils profitent des avantages, des exonérations, ils importent, empêchant aux locaux, aux petits grossistes d'importer. Quand ils provoquent en créant cette rupture, M. Michel Ngatou, le grossiste va donner quoi au petit détaillant? Le petit détaillant va donner quoi au petit, à l'extrême, comme vous avez employé tout à l'heure, au plus petit détaillant? Vous vous rendez compte, M. Michel Ngatou, qu'il y a dans ce jeu subtil où, d'une part, on a ceux qui disent qu'ils fabriquent, qui disent que non, la fabrication est en net, on dépasse avec des excédents, on n'a plus besoin de s'en plaindre, il ne faut pas importer, alors que ce sont les premiers importateurs qui bloquent. Je pense donc que le ministre du Commerce qui nous regarde devrait revoir cette affaire de prix, d'augmentation du prix du fer sur le marché, descendre avec ses équipes, enquêter pour déceler le vrai du faux. La qualité surtout. La qualité, c'est important. Donc, il faut qu'il descende, M. Michel Ngatou. Il ne peut pas rester dans son bureau et passer. Voilà ces trois facteurs qui tuent le secteur du fer aujourd'hui au Cameroun. Absolument. Les fabricants qui disent qu'il y a trop, ne vous inquiétez pas, on peut produire, il y a suffisamment, c'est ce qui en reste. Les grossistes qui n'ont pas, les petits détaillants qui se retrouvent à acheter excessivement cher, et les fabricants qui, sous cap, importent. Donc, M. Michel Ngatou, forcément, le Cameroun, comme disait Bombo, favorise à travers le clientélisme, favorise tout ce que vous voulez, les étrangers au détriment des locaux. Expliquez-moi comment le prix du fer fabriqué localement, M. Michel Ngatou, coûte plus cher que le prix du fer importé. Est-ce qu'on est réellement dans un... Bien sûr que le ministre du Commerce, au moins, essaie de justifier cette question-là. Il devra nous donner des réponses là-dessus. Comment? D'abord, la douane a pour mission principale de protéger l'espace économique du pays. Donc, en principe, quand vous importez quelque chose, ça doit coûter plus cher pour booster la production locale. Mais dès lors que vous appartenez à un gouvernement qui met en concurrence, alors qui défavorise, dans cette concurrence, défavorise la production locale, c'est pourquoi? C'est justement pour vous transformer en société de consommation des produits extérieurs. Et le président vient vous dire, on produit ce qu'on ne consomme pas, on consomme ce qu'on ne produit pas. Je pense que c'est ce qu'il avait dit à Bolva. Donc, ce n'est pas normal. C'est pas normal lorsqu'on se retrouve dans cette situation-là. Moi, je n'ai pas envie d'indexer certains pays, mais je ne peux pas ne pas parler de l'intrusion chinoise dans le marché camerounais. Je ne peux pas ne pas en parler. Donc, justement, c'est Charles Hamel, comme c'est le gouvernement, il n'y a pas que le ministre du Commerce. Il n'y a pas le ministre des Finances impliqué là-dessus, c'est lui qui est le patron de la douane. Mais dans un pays où il n'y a pas de conseil de ministres, en réalité, de telles décisions sont prises au conseil de ministres. Les immeubles tombent. On se plaint de ceci, de la qualité du fer. On se plaint. Vous parlez d'immeubles qui tombent en Bengan. Oui, après on vous dit oui. Faire le trait d'union avec ce cas qu'on avait connu ici, pas très loin de Nkoulouloun, il y a quelques mois seulement. On a vu d'ailleurs un procureur descendre sur le terrain, faire ce constat, demander de suite que l'on mette l'ingénieur aux arrêts. Alors, si le procureur au moins, je m'en souviens très bien, pour ce reportage mené sur ce terrain, pouvait demander, bon d'accord, au lieu de le mettre aux arrêts, est-ce qu'on ne doit pas questionner la qualité du matériau avec lequel on a fait ce travail? Tout à fait. Voilà, parce absolument. Que l'ingénieur, justement, risque de payer un prix pour une affaire dont il est ignorant, et pourtant, le procureur lui-même pouvait nous aider à avoir des solutions à cette question-là, mon Benga. Tout à fait, c'est exactement.
C'est bon, quand même, l'ingénieur, mais il n'y a pas que lui, il y a aussi la mairie de la ville. Absolument. Qui a laissé prospérer. Apparemment, on avait posé les scellés, après on a enlevé, ainsi de suite. Donc, le gouvernement, on les interpelle, c'est vrai, c'est déjà la même, puisque ça concerne le commerce, mais que le chef de l'État revienne commencer à tenir les conseils des ministres. Parce qu'en réalité, ces ministres ont chacun une porte d'entrée différente de l'autre, ce qu'on appelle la nébuleuse, la présidence de la République. Vous entrez par la gauche, on vous dit allez monsieur, allez faire. Vous entrez par la façade principale, on donne une autre décision. Vous entrez par la droite, c'est une autre décision qui vient. Après, les instructions qui viennent, quelqu'un vous dit une autre instruction. Donc, on est dans un pays où, en réalité, on pourrait dire qu'il n'y a pas de pilote à bord. Et je pense que Pierre Fambo-Gayab s'était interrogé à l'époque, déjà en 1987, dans un livre qu'il a dit Cameroun qui gouverne. Très bien. Il gouverne. Donc, comment protéger les citoyens, comment les permettre leur épanouissement. Même aujourd'hui, on a ça. Merci à vous, infiniment bon Bengan. Isabelle Carole Zopet, on va saluer humblement nos téléspectateurs qui chaque matin nous envoient des réactions à la fois sur la page Equinox TV, ils sont très nombreux d'ailleurs, qui sont en débat de ce côté, mais également ceux qui nous les laissent sur, via WhatsApp, via les SMS. J'arrive enfin. Réaction, bonjour, j'ai eu le même problème à Loum lorsque ma copine vient m'informer qu'elle est enceinte et immédiatement je l'ai conduite à l'hôpital pour faire un test de grossesse qui s'est avéré positif. Un mois après, elle vient me dire qu'elle n'est plus enceinte. Je lui demande ce qui s'est passé, elle me dit qu'elle n'était pas enceinte et j'ai pris peur de panique en lui demandant de me dire la vérité. Si elle s'était fait avorter et que je m'assure que c'était un spécialiste de la matière qui a fait cela, elle a dit qu'elle n'était pas enceinte, que c'était une erreur. Directement, j'ai déposé une plainte au parquet du tribunal de Mbanga et elle a été interpellée et gardée à vue après avoir reconnu les faits en disant qu'elle s'était effectivement fait avorter dans un domicile privé du côté de Bonkin à Loum. C'est Jacques Duclos qui nous envoie cette réaction. Wow. C'est une bonne stratégie. Si vous sentez que ça ne va pas et quand vous êtes dupé, vous vous rendez directement à la justice, c'est ça? Et puis là, elle a tout avoué. C'est dur. Il faut saluer également les filles, hein. Beaucoup de courage. Commentez ça. Moi, justement, je me suis abstenu parce que... Non, si c'est que le gars avait dit que j'ai tout payé, elle n'allait parler. Mais là, elle ne parle pas, elle sourit. Non, je l'ai dit à l'entame concernant l'histoire du jour, qu'il y a des choses qu'il ne faut pas faire, surtout lorsqu'on parle d'enfants. Si vous ne voulez pas l'enfant, ne cherchez pas l'enfant. Si vous estimez que vous voulez rester jeune et jolie, vous pouvez rester jeune et jolie. Là, il a fait arrêter. Oui, parce qu'elle a menti, ce n'est pas bien. Si vous êtes enceinte, elle est venue dire, je suis enceinte. Il l'a emmenée à l'hôpital, ils ont fait un test de grossesse ensemble qui a dit, elle est enceinte. Le test, c'est combien? C'est rien, mais le gars a dit là, tu n'es plus l'enceinte. Voilà. Non, c'est elle qui a dit qu'elle est. Bonjour les pédagogues du Zénith. Pour la colère de ce jour, comprenons d'abord la raison qui nous donne de dormir dans le noir. Et pourtant, le Cameroun exporte de l'énergie électrique. Il y a les opérateurs économiques avec la complicité du gouvernement qui crée la pénurie en plusieurs produits pour revendre très cher sur le regard impuissant des consommateurs camerounais. Le prix élevé du fer à béton n'est qu'un maillon sur la chaîne des souffrances des Camerounais. Alors cela est de la volonté manifeste de notre gouvernement. Vivant seulement Radolphe depuis Batier qui envoie la réaction. Je disais que la dame en question n'est pas de bonne foi. Elle aurait dû dire à son mari. Bonjour à vous, cette femme n'est pas catholique, elle prend les décisions seule, ce qui veut dire qu'elle a fait les choses hors couple. C'est Juvenal Kemta depuis Penka Michel. Bonjour le plateau, par rapport à l'histoire du jour, la femme ne doit pas prendre pour motif du fait que la maison ne donne pas pour aller commettre heureux pareil sans le consentement de son mari. Imaginons si elle trouvait la mort pendant ce temps. Les femmes réfléchissez un peu quand vous voulez commettre certains dégâts. C'est nécessaire. Nestor depuis Bafoussam qui signe la réaction
Bonjour le plateau, l'histoire du jour. Cet homme doit d'abord s'occuper des soins, par la suite convoquer un conseil de famille devant lequel il exposera les faits et on leur donnera des conseils adéquats. Par rapport à la colère, ce serait vraiment déplorable. Non seulement la qualité n'est pas comptable à celle des années 2000, mais le prix est très élevé. La mafia a rongé l'administration camerounaise de fond en comble. Ce problème concerne pas seulement le maître d'ouvrage, mais aussi le maître d'œuvre et l'entourage même du chantier. Les Camerounais doivent manifester leur mécontentement dans l'ensemble du pays. Élysée depuis Dogboum. Je suis allé à Bafia, je suis allé en balade, monsieur Michel Ngachou. Vous avez des maisons de 1901. Vous avez des maisons de 1912, 1920, jusqu'à aujourd'hui, avec les mêmes toitures. Ouais. Comment est-ce qu'on arrive que ces constructions anciennes tiennent davantage, même ici à Penja? Vous avez des maisons allemandes. Même les établissements scolaires. Oui, les établissements qui ont été construits à une certaine époque qui tiennent toujours. Souvenez-vous du lycée Leclerc. S'il n'y a pas un projet d'assassinat collectif, monsieur Michel Ngachou, comment est-ce qu'on arrive à ceci que tout ce que vous achetez aujourd'hui s'écroule, mais une maison qui s'écroule, il y a un mauvais fer. Absolument. C'est de mauvais fer, de mauvais poteaux. C'est des poteaux qui portent. Ça veut dire qu'on a coulé. Mais on va accuser l'ingénieur, accuser tous les jours, alors que le problème est connu. Mais si vous avez des fabricants que vous n'êtes pas capable de surveiller, vous avez des gens, des fabricants à qui vous laissez dans l'attitude, mais on va arriver à ça. Absolument. Merci beaucoup, cher Lamine Bachou. Madame, Monsieur, dans un instant, on va poursuivre avec la revue des réseaux sociaux ce matin. Et d'ailleurs, en parlant de revue des réseaux sociaux, vraiment la toile est en ébullition depuis hier soir. Des Camerounais qui estiment qu'il y a de la distraction dans l'air et que personne ne devrait être distrait. Attention, on en reparlera. Mais avant, bon, Benga, vous avez fait votre entrée ce matin avec un sujet qui ne fait que nous interpeller depuis quelques semaines déjà. On parlait hier ici de l'attitude des Camerounais quant à la situation de Guy Vetchens dont on parlait tout à l'heure. Vous estimez quand même qu'un Camerounais a choisi, à travers une affaire de restaurant mise en place pour pouvoir aider les orphelins, parce que c'est quand même important d'en parler, c'est une question humanitaire, c'est une question sociale, que M. Toby Horn, que M. Yannick Horn, venant de la Suisse, mette en place un restaurant et qu'il soit détourné par un individu et par un Camerounais. Qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que la justice peut dire le droit dans ce cas, Mbombo? Il faudrait que la justice dise le droit. Et surtout, bon, je ne vais pas aider le juge à sanctionner, à l'orienter vers une partie ou une autre. Je pense qu'il y a des semaines, je n'étais pas sur ce plateau parce que j'étais à Yaoundé pour des problèmes de ce genre. Parce qu'il faudrait, premièrement, qu'on rétablisse la confiance entre nous qui sommes au pays et ceux de nos frères et sœurs qui sont à l'étranger. Absolument. Comment quelqu'un peut envoyer de l'argent pour la construction de sa maison et cet argent est détourné par ses frères et sœurs? Et on lui envoie des photos d'une autre maison alors qu'ils ont détourné son argent. On n'a pas acheté le terrain. On lui dit, quand il vient, quand il reste à la maison, il se rend compte que ses frères et sœurs ont bouffé l'argent. Au niveau de l'État central, j'ai une autre fille. Elle vient avec les Allemands pour prendre le site de la cellule CAM. À la présidente de la République, on dit, oui, je veux même ma part dedans, c'est combien? Les gens peuvent vous citer comme ça. Hier, Charles Amel a parlé d'un autre Camerounais qui vient pour les matériels des hôpitaux. On dit non, donnez d'abord la part du ministre. Donnez d'abord la part du ministre et tout. Donc nous sommes coutumiers à ce genre de choses. C'est pour ça que ça. C'est-à-dire que c'est pas pour Manaouda Malachi, ça remonte. Oui, non, ce n'est pas pour l'actuel ministère de la Santé publique. C'est pour ça que quand j'ai suivi cette affaire, je ne le connais pas, M. Yannick Ron. C'est-à-dire que moi-même, dans ma famille, j'en souffre. Je suis en train de régler ces problèmes-là. Ça fait mal, ça fait même la honte. Comment peut-on initier un restaurant pour les orphelins? Voilà. Porté par une association reconnue par l'État du Cameroun, et qu'un individu vienne quand même à déformer, à transformer, à s'approprier le restaurant ont besoin même d'aller salir l'image de celui qui a porté le projet. Moi, j'attends cette décision de justice parce que ça, au moins, parce que depuis 1994, je m'insurge contre le fait que certaines donations qui ont été venues présenter l'avion au Premier ministre Simon Achidachou, sans lui demander d'où il tire l'argent pour acheter un jet privé. Donc, ici, c'est ça que j'attends. Parce que quand j'ai eu vent de ça, je me suis dit,
au moins, monsieur Yannick Ron a porté plainte. Là, vous venez, on vient vous aider à encadrer les orphelins. On leur dit, voilà un restaurant, les orphelins vont manger. Vous à qui on confie le projet, vous gérez comme ça. Vous allez prendre votre part. Les orphelins, vous les aménagez ici. Et on perd un certain nombre de choses. Et à peine le gars prend l'avion, tourne le dos, on vient transporter le projet. C'est gênant. Et maintenant, non seulement c'est gênant, la crédibilité de ce compatriote là-bas où, comment je veux dire, fait la levée des fonds. Il va encore faire la levée des fonds comment? Puisqu'il ne peut pas justifier. Quand il va dire, j'avais envoyé 200 000 francs suisses, 2 millions de francs suisses, on dit, mais justifie, c'est où? On va le considérer comme un malfaiteur alors que non, il a été escroqué par son propre frère. Il a été malmené et malaxé par son propre frère. C'est-à-dire que là-bas où il vit, il n'aura plus de crédibilité. Ici, les orphelins ne sont plus encadrés. C'est incroyable. Donc, un projet parce que quelqu'un a pris l'argent, il l'a mis dans la peau. Donc, il faut vraiment qu'on revienne à un état à peu près normal, parce que ce n'est pas possible. Alors, non seulement, on a quand même 1000 enfants, monsieur Mbatchou, je dis même 1000 enfants au moins. Parce que lorsqu'on a quand même appris ça, et qu'on entend justement toutes ces plaintes, 1000 enfants orphelins dans la ville de Kribi, qui sont supposés manger quelque part à chaque fois. Vraiment, et que l'on prive ces orphelins de manger. Est-ce que ce n'est pas aussi méchant de la part de ces frères camerounais qui ne comprennent rien à rien? 1000 enfants quand même. Monsieur Michel Ngatiou, nous étions dans les années 90, 80, 90, mais je peux me tromper. Il y avait eu un projet où c'était des Blancs qui étaient venus au Cameroun. Ils avaient fait un tour dans le village Nkolopom. Nkolopom, là, c'est après Nkolbison. C'est un village de l'autre côté, monsieur Michel Ngatiou. Où ils sont rentrés, ils ont dit, voilà, les enfants vivaient dans des conditions, ils se sont battus pour faire construire une maison, on devait habiter ces enfants, les orphelins et tout. Cet argent a été détourné. Le ministre de cette époque de la condition féminine, Madame Yao Aïssatou, une fois qu'elle a été informée, elle s'est levée, elle a rassemblé tout ce qu'il fallait comme bataillon, elle est descendue, elle a fait enfermer tous les gens dans ce village. Absolument. Monsieur Michel Ngatiou, qu'on se retrouve aujourd'hui dans un dossier, on vous parle de 1000 orphelins, que le MINAS reste à Yaoundé, que madame le ministre des Affaires sociales reste à Yaoundé. Justement, Charles, elle ne se bouge pas. Dans sa ville, il y a les délégués régionaux. Dans sa ville, il y a des centres de l'enfance, il y a tout ça à Kribi. Qu'aucun d'eux ne se bouge par rapport à cela pour 1000 orphelins. Mais, monsieur Michel Ngatiou, c'est un sacrilège dans cette république. Il faudrait combien de mots pour que les malédictions s'abattent sur les gens, monsieur Michel Ngatiou? C'est fort quand même. Alors, il faut dire que le ministre, madame le ministre des Affaires sociales, le cas de Kribi vous concerne 1000 enfants orphelins, vraiment. Avec Guy Vétier. Vraiment. 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 Promotion de la femme et de la famille. Vraiment. Chez nous. On va bien sûr poursuivre l'émission. On va marquer une pause, madame, monsieur, comme le veut la tradition. Et dans un instant, nous parlerons bien évidemment de Sorepco, qui est, comme chaque matin, présenté par Consti Lamine. Bonjour. Alors bonjour à tous les téléspectateurs et bonjour à tous les clients et partenaires du concept Salak à ses clients. Je ne cesserai de leur dire merci de choisir les quincailleries Sorepco. Oui, parce que c'est dans ces quincailleries-là, c'est dans ces magasins qu'il y a la promotion, bien sûr, des matelas, la promotion des congélateurs, la promotion des réfrigérateurs. Et depuis pratiquement quelques jours, et cela jusqu'à la fin du mois de juillet, vous avez une grande promotion sur les peintures seigneuries. Oui, et quand on parle bien sûr des peintures seigneuries, c'est des peintures d'origine. C'est des peintures de très très bonne qualité. C'est des peintures qui vous permettent d'avoir une maison belle, d'avoir un environnement sain. Alors tous ceux-là qui ont besoin d'embellir leur maison, d'embellir leur magasin, d'embellir leur boutique, c'est donc l'occasion plus que jamais de courir dans les magasins Sorepco, quel que soit le magasin. Vous êtes à Yaoundé, vous êtes à Garoua, vous êtes en Guelmandouka, vous êtes en Balmayo, vous êtes à Ibolova. Rendez-vous dans les magasins Sorepco. C'est dans ces magasins-là qu'il y a actuellement la promotion des peintures seigneuries. Oui,
la promotion des peintures seigneuries, c'est dans toutes les quincailleries Sorebco. Alors cette promotion consiste à offrir gratuitement un pot de 30 kg de peinture Eureka pour tous ceux qui achètent 2 pots de peinture seigneurie. Oui, vous achetez 2 pots de peinture seigneurie grand modèle, que ce soit le Pentex 800, le Pentex 1300, le Pentiquat, vous recevez gratuitement un pot de 30 kg de peinture Eureka. C'est l'occasion plus que jamais de courir dans les magasins Sorebco. Nous aurons donc tout à l'heure les visuels, les numéros de téléphone et cette grande offre promotionnelle valable jusqu'au 31 juillet 2021 dans tous les magasins Sorebco du Cameroun. Acheter des peintures, c'est bien. Acheter des peintures seigneurie, c'est encore mieux. Alors, chers téléspectateurs, en ce moment, courez dans les magasins Sorebco, Mototeigne Sengaleba Tatan, Bignon Alande au Quincaillerie Sorebco. Et Banjana Otendele Beno promotion, il y a peinture seigneurie. Otendele Beno promotion, il y a peinture, il y a bois. Wanite 2 pots de peinture seigneurie. Wakusa 3e pot gratuitement. Admirez la qualité, la beauté et surtout, ah ben oui, cette grande offre. 2 pots de peinture achetés, on vous donne un pot gratuitement et ce n'est pas un pot d'1 kg, de 5, bien c'est un pot de 30 kg de peinture qu'on vous donne dans n'importe quelle quincaillerie Sorebco. Vous êtes revendeur, vous êtes peintre, vous êtes consommateur final. C'est l'occasion plus que jamais de courir dans les quincailleries Sorebco et de profiter de cette grande offre promotionnelle qui consiste à recevoir gratuitement un pot de 30 kg de peinture Eureka quand on achète 2 pots de peinture seigneurie grand modèle. Alors n'hésitez surtout pas. Retenez également que les magasins Sorebco, c'est également la grande promotion sur les congélateurs, les réfrigérateurs et surtout quelques matelas orthopédiques sont encore disponibles dans les quincailleries Sorebco. Pour ceux-là qui ont besoin de bien dormir, pour ceux-là qui veulent se sentir à l'aise, allez dans les quincailleries Sorebco et achetez les matelas orthopédiques à des prix vraiment dérisoires. Mais en ce moment, jusqu'à la fin du mois de juillet, c'est la grande promotion sur les peintures seigneurie. Oh là 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 là, la qualité, la garantie, la durabilité et surtout les prix les plus bas, c'est dans les quincailleries Sorebco, surtout avec les peintures seigneurie. Retenez le cher téléspectateur, 2 pots de peinture seigneurie achetés. Le 3e pot vous est offert gratuitement. Les numéros de téléphone, vous les avez appelés. Quelle que soit la ville, quel que soit le quartier, quel que soit le pays, profitez au maximum de cette grande promotion pour acheter autant de pots de peinture dont on a besoin. Vous êtes un revendeur, c'est une occasion spéciale. Vous êtes un peintre, c'est une occasion spéciale. Vous êtes en plein chantier, vous voulez revertir votre maison, allez dans les quincailleries Sorebco. Les meilleures peintures, c'est avec les peintures seigneurie. En ce moment, c'est la grande promotion. 2 pots de peinture achetés. Le 3e pot vous est offert gratuitement. Merci beaucoup. Allez, Madame Messieurs, on poursuit avec la revue des réseaux sociaux ce matin. Isabelle Carole Zoupette, vous avez encore l'occasion justement de le dire. Eh bien, on va, avant de vous écouter, le temps de mieux rassembler ces éléments, dire qu'en ce moment sur la toile, ça bouge énormément entre le docteur Fridolin Kay et un haut commis, bien sûr, de l'armée camerounaise. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui entre les deux hommes ? Comment comprendre, comment faudrait-il protéger les écrivains et les philosophes au Cameroun? Fridolin Kay est-il justement dans une insurrection comme la plainte qui lui a été adressée fait mention? Est-il vraiment dans cette insurrection? Comment comprendre le dernier pamphlet qu'il a mis à disposition? Attention, les écrits d'un philosophe peuvent amener forcément à réfléchir en profondeur. On en parlera, assurément. La revue. Alors, pour la revue des réseaux sociaux, on parle de ce communiqué du ministre de la Communication qui, justement, fait le tour des réseaux sociaux, communiqué dans lequel, bien sûr, il revient sur ce séjour du couple présidentiel à l'étranger, mais bien sûr, au sujet de ces manifestations annoncées ou encore de ce séjour qui serait perturbé par des Camerounais du côté de l'étranger ou du moins de la diaspora, de certaines personnes, bien sûr, qui tenteraient de perturber
perturber le bon déroulement du séjour. Un communiqué dans lequel on peut bel évidemment voir que le gouvernement de la République, par la voix bien évidemment du ministre de la Communication, appelé au patriotisme de ses concitoyens de la diaspora, à leur honorabilité et bien sûr à leur sens de responsabilité pour qu'ils s'abstiennent de mener de telles actions, qui tenteraient bien sûr de perturber justement cette paisibilité du président de la République de ce côté-là, et qui rappelle comme quoi les problèmes du pays se gèrent à l'intérieur du pays en respectant un certain nombre de choses et d'idéaux. Voilà. On a entendu. Dominique Bengo, est-ce que vous avez lu ce document du ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement? Oui. Qu'est-ce que vous aviez décelé comme élément, vous parlant, vous Camerounaise? Alors, le fait que les problèmes du pays se règlent à l'intérieur du pays, déjà devrait nous interpeller sur le dernier voyage du chef de l'État. Il fallait que le chef de l'État reste au pays pour qu'on essaye de résoudre les multiples problèmes qu'on a déjà au pays, parce qu'on en a énormément. Chaque jour qui passe, il y a des situations qui survolent, il y a des situations qui naissent, il y a des problèmes qui sont dénoncés. Maintenant, si le meilleur moyen de pouvoir attirer davantage l'attention des gens, c'est à travers les agissements de certains membres de la diaspora, justement pour interpeller le président de la République où qu'il se trouve. Maintenant, je pense que les attitudes ou encore les méthodes extrémistes que utilisent certains membres de la diaspora sont peut-être condamnables, parce qu'il ne faudrait pas qu'on profite de cette situation pour essayer de bafouer le peu de dignité qui nous reste encore dans ce pays. Nous sommes tous mécontents, surtout nous autres qui vivons ici, parce que nous subissons ça directement. Maintenant, le ras-le-bol est en chacun de nous. Est-ce qu'on ne peut pas dire à un moment donné que ces Camerounais qui manifestent là-bas, qui manifestent parce qu'en fait au Cameroun, on ne permet même pas qu'on puisse manifester, c'est-à-dire on dira il y a une liberté d'expression, chacun peut dire ce qu'il veut, mais en même temps, voilà Fidelenke qui dit ce qu'il pense et qui au moment où nous parlons, Fidelenke a été convoqué à la CEMIL. Alors, est-ce qu'on ne va pas dire que c'est des attitudes comme ce qui arrive à Fidelenke qui justifient en même temps le comportement des compatriotes aujourd'hui à l'étranger? Malheureusement, c'est ça. On est en train de nous museler ici. Lorsque vous voulez dénoncer quelque chose de façon clairvoyante, soit on fait recours à certaines menaces pour vous faire taire. Malheureusement, c'est ça. Maintenant, et pour ceux qui sont de l'autre côté, puisque là-bas, il y a effectivement une démocratie qui est appliquée, non seulement pas à travers les textes, mais à travers le vécu et le quotidien, ils ont probablement la latitude de pouvoir manifester. Mais il est important que nous autres, en tant que patriotes, on se dise qu'il y a une façon de manifester. Il faut qu'on exprime le ras-le-bol, mais il faudrait qu'on garde la dignité de nous autres populations. Et c'est la démocratie. On ne vous en voudra pas pour votre point de vue. C'est tout à fait normal. Charles Bachou, d'aucuns ont vu dans la sortie du ministre de la Communication hier, porte-parole du gouvernement, la peur du régime, la peur du gouvernement. Vous, qu'est-ce que vous y voyez? Monsieur Michel Ngachou, le député FSNC a giflé une femme à Maroua. Était-ce un fait isolé porté par une personnalité? N'est-ce pas un problème du pays? S'est-on prononcé? Non. Nous avons eu M. Michel Ngachou, la grogne des enfants au Maroc, des étudiants au Maroc, qui réclament qu'on paye leurs droits. N'était-ce pas un problème lié au Cameroun, M. Michel Ngachou? Bien. Nous avons la situation des différentes structures, je ne vais pas les citer ici, où on annonce presque 1500 recrutements par entreprise, M. Michel Ngachou. N'était-ce pas un sérieux problème qu'on pose au Cameroun? Nous avons la situation de l'énergie, où les Camerounais demandent à avoir la lumière. Les 58 départements que nous avons au Cameroun sont traversés par de l'eau. Les 360 communes ont au moins une petite rivière qui coule. On a besoin d'avoir de l'eau et de l'énergie. Les Camerounais n'ont pas. N'était-ce pas des problèmes que nous posons au Cameroun? Le cas des gendarmes qui sont morts à Babadjou. Monsieur Michel Ngachou, nous avons la situation de la crise anglophone, où chaque jour, on a soulevé en disant il faut s'asseoir, il faut débattre. Il y a eu le grand dialogue national. On a soulevé en termes de débat, de discussion. Voilà les populations de Newton Aéroport qu'on a chassées parce qu'elles se sont installées
l'État n'a pas pu. Ils sont à la belle étoile, n'était-ce pas là un problème? Le chef de l'État n'était-il pas là? Nous avons les populations de Sengue qu'on va bientôt démolir. Oui, occupation illégale, on va les recaser où? N'était-ce pas là des problèmes? Vous voulez que je continue? En Charamel, le chapelet est grand, le chapelet est long. Bon, Bengan, le gouvernement parle. Est-ce qu'on peut dire, est-ce qu'on peut espérer, bien sûr, que les compatriotes camerounais de la diaspora, qui sont aujourd'hui, ils disent que 5 000 c'est insignifiant, ils doivent y être à 10 000, 15 000 demain à Genève. Alors, est-ce qu'on ne devrait pas avoir peur quand même pour l'image du Cameroun? Est-ce que c'est suffisant pour taire la grogne qui se prépare à Genève pour demain? Je pense qu'on doit commencer par là pour que quelque chose bouge enfin. Vous savez, j'ai lu, mais bon, peut-être vous allez me le concéder. Oui. Nous qui avons terminé difficilement le cycle primaire, on nous demandait de rester accrochés à la signification des mots. Il a parlé du patriotisme. Et je me suis rappelé qu'au cours élémentaire première année, on m'a appris la devise « Paix, travail, patrie ». On m'avait dit, peut-être quand vous êtes allé plus haut, on vous a dit le contraire, que la patrie est un territoire, un peuple et un gouvernement. C'est comme ça qu'on m'a dit. Et que le gouvernement dont on parle là, il doit résoudre les problèmes que les habitants, les citoyens de ces territoires-là demandent. Donc quand on parle donc de patriotisme et que les ressortissants de ce territoire-là ont des problèmes que le gouvernement refuse, il faut que les patriotes la parlent. Et la Constitution en vigueur dit dans son préambule que la Déclaration universelle des droits de l'homme fait partie de la Constitution, fait partie intégrante de la Constitution. Et le troisième considérant de cette Déclaration universelle des droits de l'homme dit ceci: il faut qu'un État de droit puisse appliquer le droit pour que le citoyen ne soit pas contraint en ultime recours à s'élever contre la tyrannie et l'oppression. Voilà ce que je parle. Donc en fait, les citoyens de la diaspora, ils ont raison de manifester. Premièrement, on ne reconnaît pas leurs droits ici. On ne connaît pas les droits ici. Est-ce que ce n'est pas l'occasion pour le chef de l'État, lui qui est maintenant à Genève, je dis n'importe quoi, de comprendre fondamentalement que il y a un réel problème de gouvernance au Cameroun? Est-ce qu'il a toutes les informations nécessaires? Si, il en a. Donc c'est l'homme le plus renseigné du Cameroun. Absolument. Alors il refuse volontiers de résoudre d'abord la loi qui peut code des nationalités de 1968, c'est lui qui avait préparé la mouture. En tant que secrétaire général du ministère de l'Éducation nationale, président de la commission de bourse en 1967. Quand il monte à la présidence de la République, en tant que directeur cabinet civil, secrétaire général de la présidence de la République, il reçoit encore la mouture qu'il avait préparée au départ et continué par son successeur à ses postes pour préparer cela comme projet de loi qu'on allait présenter à l'Assemblée nationale, lui étant ministre d'État, secrétaire général à la présidence de la République. Il devient Premier ministre, président de la République. Donc, en fait, s'il y avait un Camerounais plus informé, c'était lui. Et c'est même avec raison que nous tous, nous devons lui demander des comptes. Et c'est ça. Maintenant, ce que je répète peut-être, c'est l'agression physique. Mais les revendications, oui, nous en avons le droit. Et surtout, nos compatriotes de la diaspora, regardez ce qu'on vient de voir à Kribi. Justement, comment ils auront quelle confiance et tout pour venir au Cameroun. Mais lorsqu'il y a un procès d'un Camerounais qui sort la nationalité française, vous voyez le chargé d'affaires de l'ambassade de France venir. Quelquefois même, l'ambassadeur de France vient lui-même au procès. Et on en a vu avec Thierry Atangana, avec Yen Youm, avec. Oui. Et alors, on a nos compatriotes qui sont là-bas, qui veulent rentrer, ils n'ont pas de passerelles pour revenir dans leur pays. Les ambassades sont fermées. Les ambassades sont fermées. Voilà. Bon, puisque c'est lui qui nomme les ambassades, il faut bien qu'on lui dise, mais Excellence, on doit aller où? Très bien. Je voudrais prendre cet extrait de ce communiqué du gouvernement camerounais qui, moi, personnellement, m'a paru quand même assez compliqué. Et c'est fort de cela, tous les Camerounais de bonne volonté animés d'un esprit patriotique, conscients de leur responsabilité et de la sacralité de la fonction du président de la République, condamne sans réserve les agissements irresponsables de ses compatriotes. Ça, c'est bien sûr le ministre de la Communication qui le dit. Et il renchira plus tard en disant
C'est du reste à cette épreuve que le chef de l'État n'a de cesse de s'atteler avec persévérance depuis son accession à la magistrature suprême, appuyé en cela par le gouvernement, les Camerounais de bonne volonté ainsi que nos partenaires des pays. Donc on peut dire justement qu'il faudrait que ceux qui tentent d'avoir cette attitude-là, qu'ils reviennent au sens patriotique. Alors, question, monsieur le ministre, qui sera d'ailleurs dans nos murs, si tout se passe bien. Patrie au Cameroun? C'est ça, sens patriotique veut dire donc quoi? On attend. En Algérie, la devise c'est... Lutte unie sur non. Révolution par le peuple pour le peuple. Voilà. Là-bas, révolution par le peuple pour le peuple. Au Sénégal, voilà. Cette phrase-là, je l'aime bien. Voilà, lutte unie sur le front. Oui, lutte unie sur tout le front. Voilà, ça, c'est Oumniobel qui a dit lors de l'un de ses derniers textes. Isabelle Caron, la toile est toujours en train de gronder. Qu'est-ce qui se passe à nouveau? Oui, bien sûr, rebondissement dans l'affaire Ténor depuis hier ou encore depuis que cet accident s'est produit. Vraiment, les langues se délient. On a eu tout d'abord hier en après-midi le communiqué rendu public par bien évidemment le manager de Ténor, un communiqué de presse dans lequel il fait savoir que malheureusement une femme a perdu la vie et que le chauffeur de circonstance est introuvable et que du moins Ténor l'un de ses amis victimes de l'accident sont pris en charge. Un communiqué justement qui a suscité tellement de commentaires et vraiment il a pu recevoir toute la furie des internautes sur lui qui justement s'indignaient de ce qu'il rend public dans le communiqué et les images qui circulent sur les réseaux sociaux, appuyées bien évidemment des témoignages parce qu'on a pu justement voir à travers les éditions de journaux chez Equinox Radio comme télé les témoignages de ceux qui étaient bien évidemment au lieu de l'accident. Plus encore, on a pu recueillir l'avis du papa, de la réaction du papa de la jeune fille en question décédée. Voilà donc autant de réactions qui justement ne vont pas en droite ligne avec ce que rend public le communiqué dans lequel il fait savoir que c'était une femme qu'il prenait le soin de ramener, de raccompagner. Voilà. Alors, dans votre entrée justement ce matin, vous vous posiez quand même une question. La communication en temps de crise. Oui. Je voudrais aussi saluer Isidore Tamer, alias Tafis, voilà, pour ce travail qui a été fait, mais qui semble quand même être incroyable. Ça a été supprimé par la suite. Mais permettez, la communication... Alors qu'il a supprimé... Permettez. Franchement. Permettez la colère à tout ce que nous avons dit. D'accord, on est d'accord. Nous il faut retirer votre salut. Il n'a pas le droit d'être salué. Isidore Tamer n'a pas le droit d'être salué. Oui. Alors, Isabelle Carole, votre problème, c'est une communication crédible, réelle en temps de crise. En temps de crise, on dit d'abord la vérité. C'est ce qu'il faut retenir. Bien sûr. La communication en temps de crise, c'est justement pour essayer d'apaiser les tensions. Ce n'est pas pour établir les responsabilités. Ce n'est pas l'heure pour dire qui était au volant, qui n'était pas au volant, qui a cogné, qui n'avait pas cogné ou comment telle personne a fait pour se retrouver dans la voiture. La communication en temps de crise, du moins le premier communiqué qui devait tout d'abord se retrouver sur les réseaux sociaux, c'est de parler des faits. Le fait, c'est sur l'accident. Revenir sur l'accident, parler des victimes, de ceux qui sont décédés et ceux qui sont en vie, dans quel état est-ce qu'ils se trouvent. D'abord, communiquer dessus et justement s'écarter, prendre le temps de pouvoir continuer à mener l'enquête. Restituer l'information. Restituer l'information tout simplement. Pourtant, on a vu un communiqué dans lequel il dit l'artiste prenait le soin de raccompagner une fan. C'est fun. Comment l'artiste peut prendre le soin? Parce que si l'artiste en question veut raccompagner les fans, un véhicule ne suffira pas. 2 non plus, 5 non plus ne suffiront pas pour accompagner les fans. Ça veut donc dire que pourquoi cette fan au milieu de tant de fans? Et on oublie une chose, la force des réseaux sociaux. Malheureusement, aujourd'hui, on a une ère où ça va tellement vite avec les réseaux sociaux, avec les archives et tout, avec tout ce que les gens ont pu avoir. Et très rapidement sur la toile, on a pu voir les vidéos dans lesquelles Ténor et la jeune fille en question étaient en boîte de nuit entre 2h et 4h du matin. Comment il la tenait par le bras? Voilà. À l'aine, s'il vous plaît. On a pu avoir... toutes ces vidéos. C'est une trans relation entre un artiste et une fan. Tellement de proximité entre eux. Non seulement en boîte de nuit, ensuite dans les coulisses, ensuite un autre lieu qui a tout l'air d'être un hôtel.
Ensuite, on se retrouve dans un véhicule à 4 h du matin. Vous raccompagnez une femme à 4 h du matin pour la déposer chez vous ou chez elle. Je me pose bien la question. Michel Ngatou, si vous permettez. Michel Ngatou, vous voulez pas la manifestation de la vérité? Non, mais on se parle quand même. Non, permettez. En plus de ça, on parle d'une étudiante. Vous savez qu'on a très peu de temps. Hein? Je sais. On parle d'une étudiante qui était dans un internat. Et là aussi, j'ai un problème à ce niveau. Comment on fait pour se retrouver hors de l'internat, en boîte de nuit, avec des personnes vraiment... sans que ces responsables ne soient informés? Qu'est-ce qui s'est passé? Ça veut donc dire que l'internat même en question, il faut essayer de revoir le système. Comment ça se passe? Parce qu'eux également ne seront pas épargnés de cette affaire. Bon, on vous a compris, Isabelle Carzopet. Il y a le papa de la fille qui dit bien qu'il s'arrange à venir doter sa fille à Fumba. Il y a des commentaires qui fusent de part et d'autre. Est-ce qu'on dote un mort? C'est pas l'intention du papa. Je pense que c'est une façon rhétorique d'exprimer son mal-être actuellement, parce que on ne saurait doter un cadavre. Maintenant, le papa de la fille, lui, prétend le fait que... Non, ça là, ne parlez pas de ça. D'accord, on dote les cadavres. Pour nous autres, nous, on a pris ça de façon rhétorique. Là, pour nous autres, on a supposé que c'est une façon pour le papa d'exprimer son mal-être, parce que c'est très difficile pour un parent de savoir que sa fille, non seulement est à l'école, mais dans un internat. On sait bien que l'internat, c'est une façon de sécuriser les enfants. Maintenant, si une personne se retrouve à l'extérieur d'un établissement qui est censé être une sécurité, et en plus, on vous annonce une nouvelle des plus catastrophiques, la mort, c'est compliqué. C'est compliqué. C'est hyper compliqué. Allez, cher Lamel, on a eu des images. Je vais parler bien de rebondissement parce que la toile rapidement est sortie. Les images de l'artiste en discothèque, les images de l'artiste sortant d'une chambre d'hôtel, les images de l'artiste au moment même où il sort de sa voiture et les premières images qui sont portées sur sa personne. Alors, on a même entendu ce matin des réactions, parce que vous en parlez hier, du personnel de la boîte de nuit en question, dire que le patron de la boîte de nuit a pris la peine de lui dire ne conduis pas et a souhaité mettre à sa disposition quelqu'un pour l'accompagner. Comment vous comprenez ça, monsieur? Sauf que le patron lui a servi trop de bière à boire, trop de boissons à boire. Oui, voilà. Il devait donc aboutir ce qu'on a dit hier, que tu ne sors pas. Tu ne sors pas et que je ne te sers plus de champagne. On a vu des vidéos. Comme il a servi, comme il veut l'argent, tu ne sors pas. On a vu des vidéos. Excusez, c'est pas moi. On a vu des vidéos. Les gens filmaient. Vous savez, quand une star est dans un lieu, il y a des gens même qui à l'ombre font semblant de faire des selfies. C'est vous qu'ils sont en train de filmer, monsieur Michel Ngatou. On a vu des gens en train de filmer. C'est pas un, c'est pas deux. Le gars a consommé dans cet univers. D'autres vidéos, monsieur Michel Ngatou, sont encore là où il fait, attendez, des bisous à la femme. Vous sortez d'un concert avec votre femme. C'est pas interdit de faire des bisous à la femme. Vous sortez d'un concert avec votre femme. Ce n'est que des bisous. Vous amenez votre femme dans un snack bar. Vous buvez le champagne avec votre femme. Vous lui faites des bisous avec votre femme. Vous le dites en tant que... Et vous la raccompagnez chez elle, monsieur Michel Ngatou. Bon, concrètement, aujourd'hui, l'internat est ciblé également par des responsabilités. Les enquêtes se poursuivent. Oui. Qu'est-ce qu'on doit dire, qu'est-ce qu'on doit faire concrètement en une minute pour sortir? Non, on attend que les enquêtes nous disent c'est qu'il y a complicité, l'internat ou pas, ainsi de suite. Mais le problème que ça pose, c'est que le responsable de la boîte de nuit aurait dû l'enfermer. S'il refuse le chauffeur de commun qu'on lui accorde, on ferme. Ou alors, il y a une équipe. Un soir, non, lui c'est une star. Lui c'est une star. Justement. On doit le protéger. On protège les stars, les icônes. Il doit appeler l'équipe spéciale d'intervention rapide. C'est les îles de la police. C'est cette équipe qui sillonne. Et donc, le gouvernement. Monsieur Mbattu dans une boîte de nuit, on nous retrouve là-bas, on appelle la police. Vous avez l'obligation de me protéger, cher ami. Vous avez l'obligation, oui. C'est une obligation. Ou encore appeler son manager parce qu'il n'était pas... Non, il y a l'équipe spéciale d'intervention rapide, même vous. Mais monsieur Michel Ngatou, on peut vous aider à l'état d'ivresse. Ce matin, je passais à la rue de l'ancienne mairie, monsieur Michel Ngatou. J'ai vu des gens qui avaient des bassines de 30. Comment le préfet, le sous-préfet de Douala 5e peut permettre qu'à 7h, 6h30, 7h du matin, les gens sont en train de boire 30, 40 avec des bassines. Je dis ce matin, monsieur Michel Ngatou. Mais nous avons même les autorités, on doit les entendre. Hein. On doit les entendre. Qui va les entendre? Non, on doit entendre. Le procureur. Non, le procureur doit entendre. Parce que c'est les officiers. On doit les entendre. Oui,
monsieur Michel Ngachou, est-ce que c'est permis? Est-ce que ces grandes licences qui leur permettent de travailler jusqu'à 7h30 du matin, on doit les entendre. Merci beaucoup, cher. L'autre chose est répétée. Oui, on dote un cadavre. Oui, on dote. Si vous voulez, on peut donner les détails plus tard. On dote un cadavre. Et très bien même. Merci beaucoup. C'est la plus belle de toutes. On sort justement de la revue des réseaux sociaux et on parle à l'instant du correcteur de posture. Bien entendu, Michel, on parle bien sûr du correcteur des posters qui reste et demeure. Cette jaquette médicale qui est en vente avec le concept Salaka, le concept de communication et de vente en direct sur les antennes d'Equinox Radio et Télévision. Ah ben oui, cette télévision de qualité qui vous permet d'avoir, bien entendu, grâce au concept Salaka, des produits de très très bonne qualité. Cette jaquette médicale, chers téléspectateurs, je vous la présente encore une fois de plus. Ça fait plusieurs années que nous la commercialisons et vous êtes nombreux aujourd'hui à être des utilisateurs de cette jaquette médicale. C'est la vôtre, c'est la nôtre. Chacun devrait la voir. Cette jaquette médicale, elle présente plusieurs avantages. Oui, la jaquette médicale, encore appelée correcteur de posture, appelée en anglais renfoncé correcteur de posta, est une solution pour éradiquer le mal de dos, est une solution pour éradiquer le mal du cou, est une solution pour éradiquer le mal des épaules, pour dire tout simplement, il y a bat, faut y a dos. Do, foyer. Il y a bat, foyer neck, foyer. Il y a bat, foyer épaule, foyer. Just come from magasin mille un tapis, en tech, il y a correcta de posta. Correcta de posta, na son fine jacket medical where any man must get them. You des taximen, you des tailor, you des communicateurs, you des musicians, you des footballeurs, you des sebrona. Any man must get this corrector de posta because he find plenty. Et ceux qui n'ont pas encore le mal de dos, je vous rappelle que le correcteur de posture permet également de nous prévenir contre les douleurs au niveau du dos. Le correcteur de posture permet de redresser le dos. Le correcteur de posture présente plusieurs avantages. Les numéros de téléphone, vous les aurez tout à l'heure au bas de l'écran. Commandez votre correcteur de posture. N'attendez pas la fin du stock. N'attendez pas la fin des tailles. C'est l'occasion plus que jamais. Regardez ce numéro de téléphone. Ce numéro de téléphone attend de vos appels. Ce numéro de téléphone attend de vos SMS. Ce numéro de téléphone attend de vos réactions. Raison pour laquelle ce vendredi, je suis encore là pour attirer l'attention de tous les téléspectateurs de cette émission qu'il est important d'avoir un correcteur de posture. Et la bonne nouvelle, c'est laquelle? En ce moment, jusqu'à la fin du mois de juillet, vous achetez un correcteur de posture au prix de 10 000, on vous donne le second gratuitement. C'est une occasion de récompenser les clients, de leur dire merci beaucoup d'avoir choisi le concept Salaka jusqu'à la fin du mois de juillet. Un correcteur de posture acheté au prix de 10 000 francs, le second vous est offert gratuitement. Quel que soit là vous êtes à Yaoundé, vous êtes à Garoua, vous êtes en Gueule-Mendouka, retenez que le correcteur de posture en ce moment, c'est l'opération Buy One Take Two. Tu achètes un correcteur de posture à 10 000, on te donne le second correcteur de posture gratuitement. Il y a plusieurs tailles. Vous avez la taille L, la taille S, la taille XL, la taille XXL. Et ce correcteur de posture est en vente au magasin 1001 Tapis, qui est situé en face du palais d'Ika, à l'entrée de la rue Mermoz. C'est au quartier Aqua. Nous livrons dans tout le Cameroun et dans certains pays africains. N'oubliez pas également la pommade contre les hémorroïdes. Merci beaucoup. Et on le dit bien sûr au moment où nous vous parlons, madame, monsieur le professeur Jarfam Dongo qualifie la marche de Genève demain de bouffonnerie. N'est-ce pas justement là un mot qui pourra encore susciter de nouvelles inquiétudes? À demain 10h.